Bien, Mendebiran nous apprend qu'il n'y a pas d'effort sans un terme résistant contre lequel il s'applique. Après les grèves d'hier, nous avons la pluie aujourd'hui. C'est dans le cadre donc du propos qui va être tenu, et peut-être qu'il y a chance que l'obstacle finisse par tomber d'ici la dernière séance. Donc j'ai le plaisir de présider cette seconde séance de la chaire Gisson qu'occupe cette année Emmanuel Falk, mon cher et honoré collègue. Et donc je lui cède tout de suite la parole en vous priant d'abord de m'excuser pour ces quelques minutes de retard. Voilà. Donc merci Camille pour cette introduction. Donc je vous salue, je salue aussi les nombreuses personnes donc, qui sont en ligne, en France et aussi à l'étranger. Et donc nous allons poursuivre le chemin que nous avons ouvert hier. Donc je rappelle, hier, lors de la première leçon, j'ai proposé une ouverture sur écrire en Dordogne, puisque moi-même j'ai écrit en Dordogne, et qu'hier je vous ai longuement parlé de Grattelou, ce château dont Mendebiran était propriétaire, et nous avions l'honneur hier d'avoir parmi nous le châtelain de Grattelou, qui m'avait fait visiter la demeure de Mendebiran. Et puis j'ai développé un excursus sur le colon métaphysicien, où j'ai essayé de déployer mon hypothèse de lecture, qui n'est absolument pas celle d'une auto-affection ou d'un corps propre, mais plutôt d'un dehors ou d'un corps impropre chez Mendebiran, en cela que Mendebiran retournerait vers une forme d'intimité ou d'auto-affection, pour le dire comme Michel Henry, pour en fait lutter contre une extimité ou hétéro-affection, voire non-affection. Et puis nous avons développé longuement, dans une deuxième partie plus facile, le cas Mendebiran, expliquant en quoi il était un cas. D'abord son activité politique, mais surtout le fait que donc il n'ait presque rien publié de son vivant, qu'il ait tant écrit, qu'il ne se soit pas beaucoup préoccupé de l'avenir de ses manuscrits, et l'histoire de la réception de son œuvre, en particulier par le biais de François Naville, Ernest Naville, Félix de Biran, Monsieur Lenné et bien d'autres. Alors aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire cette deuxième leçon, qui est en fait le chapitre 1 donc, de cet ouvrage sur Mendebiran, parce qu'on prépare aussi un ouvrage, qui s'intitule « Constitution du moi ». En effet, il s'agit de constituer le moi avant de montrer comment, dans des expériences limites, on a parlé du sommeil, on a parlé des drogues, on a parlé de la folie, on a parlé de la maladie, eh bien pour montrer comment, dans des expériences limites, le moi n'est pas seulement déconstruit, mais d'une certaine manière détruit. Et je vous ai lu un passage extrêmement important à mes yeux du rapport sur le physique et le moral dans l'homme, sur l'éclipse totale du moi dont nous parle Mendebiran. Donc aujourd'hui, constitution du moi, deuxième leçon, avec en guise d'exergue cette formule absolument incroyable des essais d'anthropologie de Mendebiran. Je vous la lis. Chercher à objectiver le moi ou à le saisir par le dehors, c'est comme si l'on voulait se mettre à la fenêtre pour le voir passer. Formule absolument remarquable, et tous ceux qui connaissent les belles analyses de Jean-Luc Marion dans le prisme métaphysique de Descartes, où il explique très bien que chez Descartes, le moi est au balcon, et que chez Pascal, le moi est en bas, même tu ou même ton, eh bien chez Mendebiran, on est à la fois au balcon et dans la rue, en se demandant s'il est possible de se mettre à la fenêtre pour se voir passer. Voilà. Donc il y aurait une relève, une troisième possibilité, après Descartes et Pascal, qui serait celle de Mendebiran. Hypothèse que j'ai mis juste dans une note, ce n'est pas mon objet de le conduire, mais c'est vrai que cette formule le dit ou le suggère. Et je vais parler de Descartes, donc pour mon collègue ici, il va avoir beaucoup de choses sur son cher Descartes. Je commence, introduction, un conflit d'interprétation. Il en va du spiritualisme pour la conscience, comme il en va de la phénoménologie pour le corps. Et si la lecture biranienne de la seconde, phénoménologie, s'oppose directement à la première, spiritualisme, c'est en cela que la phénoménologie, pour le dire avec Maurice Merleau-Ponty, a cessé de mettre le corps dans le monde, ou celui qui voit, ce qu'il appelle le voyant, dans le corps,
comme dans une complète et définitive structure d'emboîtement. Un chiasme ou une insertion réciproque du corps voyant et du corps visible. Alors, tous ceux qui ont lu Maine de Biran savent que c'est déjà du Maine de Biran, avec l'exemple de la statue, qui pourrait bien être aussi biranienne, si tant est qu'on ne circonscrit pas le fait primitif de l'effort à la seule subjectivité. Et je vous lis ici ce passage absolument essentiel à mes yeux du visible et l'invisible, puisque je vais vous montrer aujourd'hui qu'il n'y a pas que l'interprétation henrienne de Michel Henry de Maine de Biran, mais qu'il y a aussi l'interprétation merleau-pontienne de Maine de Biran, qui fait un contrepoint à laquelle Michel Henry fait allusion dans Incarnation, sans jamais le citer cependant, dans le paragraphe précisément où il est question de Maine de Biran. Voilà ce que dit Maurice Merleau-Ponty dans Le visible et l'invisible, texte posthume de 1964. Il nous faut rejeter les préjugés séculaires qui mettent le corps dans le monde et le voyant dans le corps, ou inversement, le monde et le corps dans le voyant comme dans une boîte. Mon corps comme chose visible est contenu dans le grand spectacle, mais mon corps voyant sous-tend ce corps visible et tous les vivants avec lui. Il y a insertion réciproque et entrelac de l'un dans l'autre. Dit autrement, était là à nos yeux le grand apport de Maurice Merleau-Ponty pour ce qui est du monde, de la conscience comme aussi du corps. J'avais commencé mon excursus avec Michel Henry, donc là c'est Merleau-Ponty qui arrive sur la scène. La phénoménologie a d'abord pour tâche de poser un terme définitif, c'est moi qui parle, aux structures d'emboîtement, ou de mettre fin aux boîtes, soit aux fameuses poupées russes qui s'insèrent les unes dans les autres, celles dont les enfants s'amusent par jeu de construction, mais aussi parfois de destruction, ne pouvant, mais peut-être aussi le voulant, ce qui fut, paraît-il, notre cas dans notre plus tendre enfance, où il paraît que je voulais toujours mettre les grosses boîtes dans les petites ou les gros sacs dans les petits. Bon, alors voilà, mais c'est ça qu'il ne faut pas faire, structure d'emboîtement. Donc il ne faut pas mettre le plus grand le plus petit, et donc on pourrait ne pas respecter l'ordre du donné. Le corps n'est plus dans le monde, ni le voyant dans le corps, en cela qu'on a cessé de spatialiser, à l'initiative de Bergson plutôt, par rapport à Merleau-Ponty, les êtres comme aussi les facultés. La critique de l'attitude naturelle, au moins en phénoménologie, n'est pas celle de l'objectivité seulement, mais de l'extériorité sans appartenance. C'est ainsi, étonnamment, à Maine de Biran lui-même, et à son essai sur les fondements de la psychologie de 1812, que Merleau-Ponty aussi se réfère pour trouver cette prime origine d'un chiasme en train de se constituer. En 1947-1948, date à laquelle Biran se retrouve au programme de l'agrégation de philosophie. Je vous signale que Giuseppe Bianco, dans son livre très intéressant « Après Bergson, portrait d'un groupe de philosophes », a dressé la liste des programmes de philosophie. Et donc, nous avons, en 1848, Maine de Biran, deux passages dont je vais parler, la détermination du fait primitif et le système de Descartes et le système de Leibniz. C'est ce qui fait une politique intellectuelle. Et je rappelle ce que j'ai dit hier, qu'en 1848, c'est le moment où Michel Henry écrit Philosophie et physique du corps, même s'il le publie en 1965, après la publication de l'essence de manifestation en 1963. Je rappelle que Michel Henry s'appuie essentiellement sur l'anthologie d'Henri Gouillet, alors que Merleau-Ponty, et c'est très intéressant, comme Ricoeur, on le verra, s'appuie sur le livre de Romeyer Derby sur Maine de Biran, un penseur de l'immanence, ce qui donne des Maine de Biran tout à fait différents. Et c'est bien sûr Henri Gouillet qui a mis au programme d'agrégation de philosophie Maine de Biran, puisqu'il a publié son anthologie en 1842, et que les conversions de Maine de Biran paraissent en 1848, et que le suivant, je vous l'ai dit la dernière fois, qui a mis Maine de Biran au programme d'agrégation de philosophie, s'appelle Renaud Barbaras en 2014. D'où l'intérêt aussi renouvelé pour Maine de Biran. Alors, l'auteur de la philosophie du corps donne alors un cours... L'auteur de la philosophie de la perception, c'est-à-dire cette fois-ci Merleau-Ponty, donne alors un cours d'agrégation sur le penseur de Bergerac à la faculté des lettres de Lyon et à l'école normale supérieure, en 1948 donc. Vous savez, l'agrégation, ça sert surtout aussi aux professeurs. Vous obligez les professeurs à travailler des auteurs. Qui sera retranscrit plus tard sous le titre de L'union de l'âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson,
première publication tout à fait posthume en 1978, en réalité à partir de notes d'étudiants et de quelques notes de Merleau-Ponty. Et que voit-il, Merleau-Ponty, ou plutôt que lit-il dans l'essai sur les fondements de la psychologie, en dépit de remarques peu développées? Non pas du tout un sentiment du moi, comme lieu de la pure intériorité, voire auto-affection, mais au contraire la fin de l'expérience de l'interne, pour faire fond d'abord sur une forme d'opacité, irréductible ou non, ce sera à nous de le trancher. À l'instar du Michel Henry, et exactement à la même époque, donc en 1848, Maine de Biran est lui aussi consacré par Maurice Merleau-Ponty comme précurseur de la phénoménologie. Mais cette fois hors de toute intériorité, dont ce serait l'unique prérogative que de pouvoir se constituer par elle-même. Je vous cite ici Merleau-Ponty dans L'Union de l'âme et du corps. Dans ce cours, il n'y a plus chez Maine de Biran de privilège de l'expérience de l'interne. L'expérience intérieure doit être un effort pour ressaisir une intériorité d'abord opaque. Alors, imaginez que pour moi, quand je vois que Merleau-Ponty dit que Maine de Biran développe une intériorité opaque et que moi je cherche l'extra-phénoménalité chez Maine de Biran, vous comprenez que si l'opacité merleau-pontienne vient chez Maine de Biran, j'en suis bien content, même si l'opacité dans mon travail est beaucoup plus opaque dans hors phénomène ou l'extra-phénoménalité que chez Merleau-Ponty, parce que chez Merleau-Ponty, elle est toujours préparatoire. À mes yeux, elle est infraphénoménale, mais non pas extra-phénoménale. Alors, un tel texte qu'on poursuit Merleau-Ponty, c'est-à-dire l'essai sur les fondements de la psychologie, est au-delà de l'empirisme, je poursuis, anticipant sur la phénoménologie. Biran s'y oriente vers une philosophie indifférente à la distinction de l'intérieur et de l'extérieur. Fin de citation. Qu'il y est loin de l'interprétation merleau-pontienne de Maine de Biran, avec ses quelques remarques sur son opacité irréductible, et de sa signification henrienne par le fait primitif de l'effort comme auto-affection, la chose est pour le moins patente. Le conflit d'interprétation, titre de cette introduction, de cette deuxième leçon, est d'ailleurs tel qu'on s'étonne qu'il ne soit pas plus souvent relevé et même étudié, laissant le plus souvent à Michel Henry le privilège d'être l'auteur à discuter. La première flèche est pourtant décochée en toutes lettres par Michel Henry lui-même dans Incarnation en 2000. Je vous ai rappelé hier qu'entre l'écriture de Phénologie et philosophie du corps en 1948, publiée en 1965, et Incarnation en 2000, il n'est jamais question de Maine de Biran ni de Condillac chez Michel Henry. Maine de Biran et Condillac qui reviennent au paragraphe 26 d'Incarnation. Donc, le conflit est ouvert, la flèche est décochée, là même où Michel Henry développe l'analytique du « je peux », à partir de Biran précisément, mais sans citer explicitement Merleau-Ponty, que tout le monde voit néanmoins, à qui sait lire. Et on savait que Michel Henry n'était pas un Merleau-Pontien. Le divorce est consommé sans qu'il ne soit véritablement explicité. Point n'est question, certes ici, d'en faire le procès. Mais au moins faut-il reconnaître qu'un seul des partis, Michel Henry, ne saurait emporter avec lui l'unique vérité du fait primitif biranien. Où et comment s'accomplit cette immanence à soi de tout pouvoir? S'interroge donc bien plus tard l'auteur d'Incarnation, en reprenant point par point la critique biranienne de la statue condillacienne. Nous y reviendrons demain. Je sais que demain, la lecture de Condillac demain est incroyable. Et Condillac est incroyable. Donc je ne me servirai pas de Condillac pour dire que simplement c'est le support pour donner raison à Maine de Biran, parce que Condillac en lui-même, dans le traité des sensations, est incroyable. Car Condillac n'a jamais dit « je suis odeur de rose », comme Maine de Biran l'écrit dans l'essai sur les fondements de la psychologie, mais il a seulement écrit « elle sera donc odeur de rose ». Donc le fait, on verra quand même demain que Maine de Biran est mal retranscrit Condillac, c'est déjà le signe que pour lui, il n'a vraiment pas vu Condillac, ce qu'il ne pouvait pas voir. Mais pourquoi Condillac serait totalement absurde? C'est une chose que je me demande, et je vais vous montrer demain que c'est pas que le faire-valoir de Maine de Biran, Condillac. Ça ne veut pas dire que je suis condillacien, mais ce n'est pas que ça. Alors,
voilà ce que dit Michel Henry. Donc, où s'accomplit cette immanence? Il répond dans la vie, de la façon dont la vie vient pathétiquement en soi. Et il ajoute, si la corporité est l'ensemble de nos pouvoirs, c'est dans la chair, comme chair, que cette corporité est possible. Et il ajoute, sans citer Merleau-Ponty, la chair ne résultait pas du chiasme touchant-touché et ne peut être décrite correctement par lui. La chair vient avant le chiasme comme condition du pouvoir touché et ainsi du touchant en tant que tel. Michel Henry, page 197, dans Incarnation, une philosophie de la chair. Alors, il ne parle pas de Merleau-Ponty, mais c'est évident. Mieux, et au moins pour signifier que la brèche est loin d'être refermée, il y a au moins une mention dans le cours de Maurice Merleau-Ponty qui donne à penser que l'originalité du penseur de Bergerac se tient plutôt dans l'écart de soi avec soi et non plus du tout dans la proximité de soi à soi. Une distance du sujet avec lui-même, davantage tirée du chiasme de la chair pour l'auteur de la phénologie de la perception, que de l'irréductibilité du trauma pour ce qui est de notre propre perspective, qui n'est pas celle seulement de Merleau-Ponty. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire une distance de soi à soi, soit par la chair, soit par le trauma. Et dans un cas, chiasme, ou dans l'autre, trauma, la pensée de Biran ne saurait être réduite au seul pathos, sans distance du souffrir et du jouir, quand bien même, en effet, il aurait été le premier à le découvrir. Distance de soi avec de l'autre en soi, Merleau-Ponty, ou proximité de soi à soi dans le pathos de soi-même, Michel Henry, il faut choisir. Et à partir de l'interprétation du même auteur. C'est pour ça que c'est bien un cas mène de Biran. Tout chez Biran, voilà ce que dit Merleau-Ponty, je le cite Merleau-Ponty, tout chez Biran repose sur cette vue antithétique. Ce qui est désormais installé au cœur de la philosophie n'est plus la reconnaissance du je par le je. Alors, a-t-il lu, oui, il a lu, avait-il lu Michel Henry? Non, c'est à la même époque qu'il prend ses notes. Mais le rapport du je à ce qui n'est pas lui. Donc, d'une certaine manière, alors que Michel Henry lisait l'essai sur les fondements de la psychologie, Merleau-Ponty lisait le précis de décomposition, les deux grands extraits étant dans l'anthologie de Gouillet de 1942. Point des questions, certes, de mener maintenant un combat intraphénoménologique quant à la bonne et juste interprétation de Mène de Biran, combat, espérons-le, amoureux, de Michel Henry et de Maurice Merleau-Ponty, alors même qu'il s'agit de distinguer, et ça va être le but de cette séance aujourd'hui, ce qu'il en est du spiritualisme d'une part, dans son insistance sur le sentiment du moi, par rapport à la conscience, et de la phénoménologie d'autre part, quant à sa principale focalisation sur le fait primitif de l'effort par rapport au corps. Parce que le spiritualisme parlera toujours du sentiment du moi, parce qu'il s'agit de conscience, alors que la phénoménologie va parler de fait primitif de l'effort, parce qu'il est question de corporité. Même si, bien sûr, les deux sont conjoints, mais l'insistance ne sera pas la même. Mais si l'un et l'autre, sentiment du moi et fait primitif de l'effort, ne peuvent certes être séparés, peut-être est-ce pour tout dire que spiritualisme et phénoménologie ne sont pas assez distants l'un de l'autre comme on le croit, et on le dit souvent à tort. J'ai énoncé hier mon hypothèse d'un choc en retour du spiritualisme sur la phénoménologie. Premier point de cette leçon, spiritualisme de Mène de Biran. Alors dans chaque leçon à venir, nous aurons une entrée problématique avant d'en venir à Mène de Biran pour faire travailler cette entrée problématique dans le corpus biranien. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous parlerons de la phénoménologie de Mène de Biran au paragraphe 1. C'est ainsi que nous parlerons la prochaine fois de la phénoménologie de Mène de Biran au paragraphe 4. Puis nous parlerons de l'herméneutique de Mène de Biran au paragraphe 7. Et nous parlerons de la phénoménologie psychiatrique de Mène de Biran au paragraphe 10. Alors évidemment, Mène de Biran et le spiritualisme, Mène de Biran et la phénoménologie, Mène de Biran et l'herméneutique, ça sera la lecture ricoeurienne de Mène de Biran, et Mène de Biran et la phénoménologie psychiatrique, et ce sera bien sûr la question de la folie, à l'appui en particulier d'Henri Maldinet. Premier point, spiritualisme de Mène de Biran. Je rappelle que cette conférence s'appelle Spiritualisme et phénoménologie, le cas Mène de Biran. Donc il s'agit vraiment de parler de spiritualisme et de phénoménologie, et pas que de Mène de Biran. Puis c'est important pour moi de m'intéresser au spiritualisme
à la suite de mon jeune doyen qui m'a ouvert la voie il y a bien longtemps. Mieux vaut tard que jamais. S'il faut donc maintenant revenir au spiritualisme de Maine de Biran, ou plutôt à l'interprétation dite spiritualiste du penseur de Bergerac, c'est en cela qu'il convient de la comprendre, ou à tout le moins de l'exposer, avant de trop immédiatement la contester. La formule de Michel Henry déjà précédemment citée, on l'avait citée hier dans Une drôle de réception, selon laquelle, je cite, « c'était commettre un lourd contresens que de situer Maine de Biran dans un courant de pensée spiritualiste », c'est clair. Cette formule ne fait pas droit, à mes yeux, au ressort de la conscience qui, selon nous, apparaît aussi de façon majeure dans la philosophie de Maine de Biran, comme elle sera chez Bergson et bien d'autres. C'est ainsi, nous venons de le formuler, mais il faut y insister, face au fait primitif du sentiment du moi, principalement déployé dans l'interprétation spiritualiste de Maine de Biran, que le sujet hors-jeu, dont je vous ai dit qu'il était intitulé dans Hors-phénomène, hors-jeu, J-E, et hors-jeu, J-E-E, hors du jeu, ou aliéné, on en a parlé hier, sera selon nous hors de la conscience, dans un dehors non pas subjectiviste, mais en dehors de moi. Et c'est aussi face au sentiment de l'effort et la résistance du corps organique, d'où naît le corps propre, y compris en philologie, que l'idée même d'un corps impropre, voire d'un corps épandu, pourra être développée dès lors que l'appropriation de son propre corps n'est pas toujours pour soi-même réalisée selon Maine de Biran, sommeil, somnambulisme, songe, etc. Donc bref, il est clair que, m'appuyant sur le spiritualisme Maine de Biran, j'irai vers le hors-phénomène, parce que la conscience est le psychique, et m'appuyant sur la philologie de Maine de Biran, j'irai vers le hors-corps ou le corps épandu, puisqu'il s'agit cette fois-ci de la chair et du corps, de la corporité. Le choc en retour du spiritualisme sur la phénoménologie, au lieu de laisser se regarder la métaphysique et l'interprétation descriptive des phénomènes comme en chien de faïence ou dans un vis-à-vis irréductible, se produirait alors par une transformation de soi par l'autre, hors de toute exclusion arbitraire, et condition de la progression de la pensée. Je cite ici ce qui est dans la présentation de ces leçons. Le conflit entre spiritualisme, que vous avez dû voir sur les tracts ou sur Internet, le conflit entre spiritualisme et philologie n'aura plus lieu. Mieux, c'est dans leur rencontre et leur choc en retour que se jouera une nouvelle fécondité pour la pensée. Premier point, dans Spiritualisme de Maine de Biran, une étrange étiquette. Est-ce qu'on a le droit de nommer Maine de Biran spiritualiste? Et qu'est-ce que ça veut dire spiritualiste? Autant phénologie, pour moi, c'est assez clair. Autant spiritualiste, c'est plus compliqué. Mais Jean-Louis Verbaron nous y a largement aidé récemment, dans son gros livre sur le spiritualisme français, paru en 2021, l'année dernière. On notera dès l'abord que Maine de Biran ne connaissait pas, ni ne pouvait connaître ce terme de spiritualisme comme courant de pensée, en cela qu'il fut forgé après lui, pour précisément et entre autres lui être affublé. Remarquons qu'on s'est mis à parler de spiritualisme quand l'esprit, donc je cite ici Jean-Louis Verbaron dans le spiritualisme français, remarquons qu'on s'est mis à parler de spiritualisme quand l'esprit n'est plus apparu comme la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Alors ça, c'est passionnant. Jean-Louis Verbaron connaît suffisamment le spiritualisme pour savoir ce qu'il dit. Ou même le logos divin. Indique donc Verbaron dans cette somme impressionnante. Il ajoute, le terme de spiritualisme n'est pas d'usage courant avant 1850. Rappelons que Maine de Biran meurt en 1824. Alors que le matérialisme est utilisé dès le début du XVIIIe siècle, c'est Jean-Louis Verbaron qui parle, par exemple chez Leibniz, qui oppose les idéalistes aux matérialistes, comme Platon opposait les amis des idées et les amis de la terre. Verbaron continue, le terme de spiritualisme ne s'impose qu'après Cousin, en particulier avec Paul Janet. J'en ai parlé hier en l'annonçant. Paul Janet qui naît en 1823, un an avant la mort de Maine de Biran, toute autre génération. Malgré sa reconnaissance tardive comme courant philosophique propre, le spiritualisme s'est imposé comme la philosophie commune au cours du XIXe siècle. C'est-à-dire que ce nom de spiritualisme a permis quand même de faire émerger une pensée française, de même qu'après on a fait émerger une phénologie française. La chose est donc claire, au moins historiquement parlant.
Mène de Biran n'est pas et ne peut pas être dit spiritualiste, c'est pour ça que c'est une étrange étiquette, titre dont il fut paré, mais que jamais il n'a pu revendiquer, pas davantage bien sûr qu'il ne fut un quelconque phénoménologue, quand bien même Michel Henry d'un côté soulignerait dans Philosophe du corps que le penseur de Bergerac, je cite, est l'un des véritables fondateurs d'une science phénoménologique de la réalité humaine, et quand bien même Merleau-Ponty de son côté dans l'union de l'âme et du corps, dirait de Mène de Biran qu'il anticipe sur la phénoménologie. Donc en 1948, ils ont tous les deux vu, même si ce n'est pas la même phénoménologie, que Mène de Biran est phénoménologue. Appliquer à Mène de Biran l'étiquette de spiritualisme serait quasiment faire croire qu'Aristote aurait réellement écrit un ouvrage intitulé La métaphysique. Dans l'un et l'autre cas, et dans les deux cas, l'attribution est fausse, que ce soit la métaphysique pour Aristote, le spiritualisme pour Mène de Biran, ou à tout le moins non authentique, sans nier cependant qu'elle fait sens ou contresens dans l'histoire de la réception de chacune de ses pensées, le méta, comme après ou au-delà chez Aristote, et on sait combien Heidegger s'est repu de cette amphibologie de la métaphysique, ou le spiritus, comme esprit ou pneuma, voire nous, platonicien, mais en rien âme ou psyché, tel qu'on le retrouvera de façon massive chez Aristote. Qui dit spiritualisme? Il m'a fallu du temps pour le définir, c'est pas si simple. Dit ouverture à une forme de transcendance, puisque tel est le sens de l'esprit, dès lors qu'on le réfère au nous ou à la pneuma, davantage qu'à la psyché dans son opposition au soma. Ouverture à, bien loin pour tout dire, et même fermement opposée à toute finitude close sur elle-même, en particulier dans être et temps, et dont on sait pourtant, au moins pour nous, le caractère indépassable. C'est vrai que la finitude heideggerienne et le spiritualisme français ne concordent pas vraiment, quoi qu'on en dise. Dit autrement, si spiritualisme il y a chez Mène de Biran, certes, mais aussi dans notre propre travail, puisque l'objet de ces leçons et de ce tournant pour moi, c'est de montrer aussi cette importance du spiritualisme dans mon travail, évidemment à la suite d'autres, de Michel Henry, de Merleau-Ponty, il sera toujours par après-coup pour moi ce spiritualisme, et non pas par avant-coup. Non pas une secondarité qui viendrait secondariser le spiritualisme lui-même par rapport à une phénoménologie de la finitude, par exemple. Je peux dire d'abord Heidegger, puis le spiritualisme. Mais en cela précisément que seul l'absolu lui-même produit en nous l'ouverture à l'absolu, en accord en cela avec Henri de Lubac. Une discussion sur métamorphose de la finitude. Dans le cadre du dit spiritualisme, le spiritus ou le nous ne s'inscrira dans la psyché qu'en cela seulement qu'on connaîtra du plus en l'homme, ou une sorte de supplément d'âme, Bergson, qui ne peut être perçu ni requis indépendamment, ou plutôt en transformant une finitude dont l'avenir est clos et le fondement nul, Heidegger. On acceptera donc pour notre part d'être dit spiritualiste, puisque décidément on aime et on cherche les étiquettes, et qu'après vous avoir dit que vous étiez phénoménologue, on vous dit deleuzien, alors que maintenant vous apparaissez bergsonien, ce qui est loin d'être contradictoire d'ailleurs, comme chacun le sait. Mais spiritualiste ici, si je parle de spiritualiste, au sens seulement où le spirituel ne jouera pas plus le rôle facile du dépassement de l'homme en lui-même, en ce sens je ne serai pas spiritualiste, mais s'inscrira plutôt dans une métaphysique, entendue selon nous, non pas comme un dépassement de la physique, méta au sens du au-delà, mais comme traversée de la physis, méta comme à travers. C'est ainsi que j'ai défini la métaphysique à la fin de Passer le Rubicon, comme traversée de la physis. Dépasser le dépassement de la métaphysique, nous en avions déjà fixé l'impératif, comme aussi le leitmotiv dans Passer le Rubicon. Le choc en retour du spiritualisme sur la phénoménologie aujourd'hui à accomplir, à partir du cas Mène de Biran, non seulement corrobore un tel dépassement du dépassement de la métaphysique, mais le confirme. La traversée de la physique, métaphysis, ouvre à mes yeux, je vais mettre à mes yeux parce que sinon on ne va pas trouver, ouvre à mes yeux deux abîmes, l'un par le bas, l'autre par le haut.
Il y a en effet deux formes d'absolu selon Maine de Biran, et on verra ça à la dernière leçon. Parce qu'il n'y a pas que l'absolu du trauma, il y a l'absolu de Dieu, à la fin de sa vie, qui conduisent vers un dehors en soi, notre hypothèse développée dans l'excursus hier, à savoir l'absolu ou le séparé de soi par le trauma, hors de lui, ou l'absolu ou séparé de soi en Dieu lui-même, les trois vies. Dans les deux cas, par le bas, trauma, ou par le haut, Dieu, le sujet chez Maine de Biran s'abandonne à ce qui n'est pas lui et quitte définitivement le fait primitif du sentiment du moi pour se fondre en de l'autre, le trauma, ou dans un autre, Dieu ou l'absolu. Il y a donc paradoxalement chez Maine de Biran lui-même, et en particulier à la fin de sa vie, nous y reviendrons dans une conclusion qui s'intitulera « Trois vies en une forme de spiritualisme qui est l'envers du hors-phénomène, de sorte qu'à l'extra-phénoménalité répondra aussi, selon nous, une figure du Dieu hors-phénomène. Alors j'ai écrit un texte qui s'appelle Dieu hors-phénomène, qui serait donc d'une certaine manière l'aspect spiritualiste de cette descente de Dieu dans notre trauma. Donc premier point, une étrange étiquette, puisque Maine de Biran ne se reconnaîtrait pas dans le spiritualisme, même si le mot, parce que le mot, d'une certaine manière, n'était pas attribué à un courant. Deuxième point, ce qui ne lui va pas si mal. Cela étant dit, à savoir que Maine de Biran n'aurait jamais pu lui-même revendiquer cet affichage au nombre des spiritualistes, cette étiquette ne lui va pas si mal, et même plutôt bien. Et nous allons le montrer au paragraphe 3, la réduction au moi, dans sa reprise et sa retransformation de Descartes dans l'acte de la cogitatio. Car qui dit spiritualisme, et ainsi que le souligne avec justesse Jean-Louis Vieillard-Baron, ne dit pas d'abord ouverture au divin, mais plutôt laïcisation des valeurs de la christianité. C'est pas tout à fait la même chose. Spiritualisme ne dit pas que tout le monde est forcément ouvert au divin. Le spiritualisme dit plutôt les valeurs chrétiennes peuvent valoir aussi comme des valeurs humaines. Je cite Jean-Louis Vieillard-Baron. La plupart des spiritualistes, alors je donne une liste, Maine de Biran, Victor Cousin, Lachelier, Ravesson, voire Boutroux, Lagneau, Bergson, sont laïcs. Il y a en effet plusieurs niveaux de laïcité. C'est intéressant pour les étrangers, enfin ceux qui ne sont pas français, d'entendre ce que je vais dire là, parce que c'est incompréhensible de l'étranger. La laïcité hostilité, qui a pris les formes de l'anticléricalisme politique et social, la laïcité neutralité, qui prend les formes de l'indifférence religieuse, neutralité signifiant vacuité et insignifiance, et la laïcité tolérance, autrement dit l'accueil des religions dans leur diversité. Vieillard-Baron ajoute, le spiritualisme travaillant sur les bases d'une métaphysique de la religion générale est une philosophie altruiste de l'accueil de l'autre. Il n'a pas dit forcément ouverte au divin, puisqu'il parle de laïcité. À n'en pas douter, si Maine de Biran appartient à l'une de ces trois formes de laïcité, hostile, neutre ou tolérante, c'est bien au nom de la troisième qu'il faut le compter, me semble-t-il, la laïcité tolérante, quand bien même sa farouche opposition à la Révolution en tant que royaliste pourrait le conduire à davantage d'hostilité. Je ne suis pas sûr qu'il aimerait le concept de laïcité tolérante, même si Maine de Biran ne fait pas du tout preuve de confessionnalisme. Quoi qu'il en soit, et pour reprendre ces trois formes de laïcité qui définissent donc le spiritualisme comme courant philosophique et non pas religieux, pour l'essentiel, quiconque aujourd'hui naît en France, aujourd'hui, et aujourd'hui vit en France, est né en France, et voit de près la France, sait et éprouve le bien fondé de cette étrange forme de laïcité, dite ici tolérante, le plus souvent regardée de loin ou d'ailleurs, d'autres pays, Angleterre, États-Unis, Argentine peut-être, Portugal, comme une aversion à la religion, laïcité-hostilité, ou une simple indifférence, laïcité neutre, alors qu'elle peut devenir un espace où le religieux, au moins dans ses aspirations, s'inscrit dans l'humain comme tel, voire dans la société, laïcité-tolérance. La devise de la République française, la chose est bien connue, liberté, égalité, fraternité,
n'est pas que l'étendard de la Révolution et de la République française, aujourd'hui y compris, mais aussi la laïcisation de certaines valeurs chrétiennes, probablement plus à raison qu'à tort, si l'on veut qu'elles demeurent aujourd'hui au moins implicitement présentes dans la société. Incompréhensible de l'extérieur, où laïcité est souvent vue comme un bastion contre la religion, elle peut et doit se vivre autrement de l'intérieur, où la laïcité demeure en creux une présence sociétale des valeurs religieuses. Camériquet a énormément écrit sur toutes ces choses-là, la question de la croyance. Beaucoup plus compétent que moi sur ces questions. Mais il était important pour moi de le dire, si le spiritualisme est cet espace aussi de laïcité ou de laïcisation des valeurs religieuses. Ce qui va compter, bien sûr, chez Maine de Biran, puisque le spiritualisme, disait Villers-Baron, vient d'une traduction du Saint-Esprit en mettant fin au Saint-Esprit, à la Trinité. Le spiritualisme français y aura alors largement participé à ce mouvement, c'est le moins que l'on puisse dire, et on aurait tort de l'ignorer pour trop rapidement le disqualifier. Car le reproche qui a souvent été adressé à tort à ces penseurs du XIXe siècle de s'engager dans la société française la plus institutionnelle a pu faire qu'ils l'ont transformé de l'intérieur ou à tout le moins habité. C'est vrai que moi, quand je voyais Ravesson, je me dis, oh, ce sont des hommes politiques, ce ne sont pas vraiment des philosophes. Mais quand vous lisez Maine de Biran, c'est vraiment un philosophe qui est aussi un homme politique. Ils ont plusieurs vies. Alors qui Maine de Biran, sous-préfet de Bergerac, Victor Cousin, conseiller d'État, Lachelier, inspecteur d'académie, Ravesson, inspecteur général des bibliothèques, etc. Bon, vous n'avez pas de Michel Henry, inspecteur d'académie, de Merleau-Ponty, conseiller d'État, ni de Heidegger. Ah, pour Heidegger, la chose est plus complexe. Je me tais. Bref, et avant même la séparation de l'Église et de l'État, en 1905, où certes la laïcité a pu changer de sens, devenant parfois plus hostile ou neutre que tolérante, l'enjeu du spiritisme français n'est pas que politique ou académique. Il est d'abord intellectuel et philosophique, voire spirituel. C'est en effet introduire en philosophie un troisième terme, l'esprit, pneuma, on va penser ici au père de l'Église et Irénée, entre l'âme, psyché, et le corps, soma, que travaille le spiritualisme, pour ne pas condamner toute la réflexion à un bipartisme de l'âme et du corps qui ne peut que la ruiner. Avec le spiritualisme, et ce sera plus vrai encore avec Maine de Biran à la fin de sa vie, les trois vies, comme d'ailleurs aussi pour Michel Henry dans son ultime trilogie, C'est moi la vérité, incarnation, parole du Christ. C'est-à-dire, finalement, les deux vont quand même terminer sur du spiritualisme, en tout cas sur de l'absolu. C'est en quelque sorte la Bible qui entre dans la philosophie avec le spiritualisme français, à l'instar d'Emmanuel Lévinas, mais non pas par le seul biais de l'Ancien, ou plutôt du Premier Testament, judaïsme, mais en passant cette fois par le Nouveau, le Second Testament, christianisme. Alors on ferait bien d'étudier le spiritualisme français en disant, bah oui, on peut aussi faire entrer la Bible en philosophie. Le spiritualisme français l'a fait. Car si on ne le reproche pas à Lévinas pour la philologie, on aurait tendance à le reprocher au spiritualisme, parce que les théologiens, les chrétiens, les penseurs chrétiens n'osent pas le dire, alors que Lévinas n'a pas peur de dire du tout qu'il traduit la Bible en grec. Donc, non pas seulement le Premier Testament, le judaïsme, mais le Second Testament, le christianisme. La laïcisation du pneuma paulinien dans une anthropologie biblique tripartite. Il faudrait ici citer les grands commentaires d'Irénée. Je cite cette formule fondamentale de 1 Thessaloniciens 5,23. « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre esprit, pneuma, votre âme, psyché, et votre corps, trois termes, soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue du Seigneur. Eh bien, tel est ce qui clôt, cette formule de Paul, définitivement toute anthropologie grecque bipartite de l'âme, psyché, et du corps, soma. À l'instar de la phénoménologie, d'où le choc en retour du spiritualisme sur la philologie développée dans le présent essai, le spiritualisme n'en demeure pas au dualisme de l'âme et du corps. On sait que la philologie n'en veut pas, mais le spiritualisme n'en veut pas non plus.
en introduisant quant à lui l'esprit entendu comme pneuma ou spiritus, à l'instar du phénologue qui n'usera pas davantage des concepts dits métaphysiques de la psyché et du soma pour y substituer les philosophèmes du Leib et du Körper. La chair, Leib, et le corps, Körper, suffisent-ils à remplacer l'âme et le corps? Rien n'est moins sûr. Reste que la tentative est la même, en spiritualisme comme en phénoménologie, à savoir renouveler l'ensemble de la pensée de sorte que le phénoménologue n'aura pas à lui seul le privilège, sinon de la vérité, au moins de l'originalité. Bon, il n'y en aurait un qui aurait dépassé la métaphysique, et les pauvres, les autres, ils seraient restés dans une tradition métaphysique. Ce qui est totalement faux, puisque le spiritualisme est l'introduction du spiritus entre l'âme et le corps. En indiquant à la suite de Jean-Yves Baron, je cite, qu'on s'est mis à parler de spiritualisme quand l'esprit n'est plus apparu comme la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, ce n'est donc pas à nos yeux uniquement pour s'en désespérer, mais aussi pour s'en réjouir. Allons-nous aujourd'hui en France dire « Ah, les bons temps étaient le temps où tout le monde parlait de l'Esprit comme Esprit Saint ». Non. Contrairement à une opinion fausse, ou qui serait faussement répandue, la laïcisation française de l'Esprit Saint, si l'on veut s'exprimer ainsi, n'est pas qu'une catastrophe pour l'Esprit Saint, ni pour Dieu lui-même, voire pour les croyants non plus, même si les croyants disent que tout va mal, bien sûr. Certes, mieux vaut l'explicite que l'implicite, au moins pour ceux qui croient en Dieu et disent avoir la foi. Mais les dix spiritualistes, de Maine de Biran à Bergson, en passant par Cousin, Lachelier, Ravesson, voire aussi Boutroux ou Lagneau, nous auront aussi appris que l'esprit de l'homme vaut comme tel, et qu'on ne saurait ni l'imposer comme étant immédiatement l'esprit divin, ou venant de lui, ni le réduire au seul entendement et à ses catégories, telles que les néo-kantiens de la même époque ont voulu l'exiger. Pensons seulement au virulent débat entre Léon Brunswick et Maurice Blondel au moment de la soutenance de la thèse de l'action 1893 à propos du fameux surnaturel, à la fois nécessaire mais inaccessible. Que le pneuma, l'esprit, devienne le lieu d'une philosophie ou d'un courant de pensée, en sus de la psyché, l'âme, et du soma, le corps, ne peut que conduire à reconnaître en l'homme quelque chose d'autre en lui. À l'instar tout aussi bien, mais dans une autre tradition qui n'a pas duré, excepté Plotin, du nous dont Platon indique dans le Timée que le démiurge installa d'abord, je cite le Timée, l'intelligence nous dans l'âme psyché, puis l'âme psyché dans le corps soma, Timée 30b. Nous, intelligence, psyché, âme et soma, corps, dans la tradition grecque platonicienne du Timée. Et pneuma, esprit, psyché, âme et soma, corps, dans la tradition biblique paulinienne, première épître aux Thessaloniciens, il y a en l'homme un supplément d'âme, ainsi que Bergson nous l'a enseigné, et peut-être vient-il en priorité à Maine de Biran, nous le montrer, de l'avoir fait, voir, ou à tout le moins indiquer. D'où dernier point sur cette question du spiritualisme, pour ensuite plonger dans le débat entre Maine de Biran et Descartes, beaucoup plus technique, pour montrer comment Maine de Biran est un spiritualiste. Un spiritualisme revendiqué. Premier point, une étrange étiquette. Deuxième point, ce qui ne lui va pas si mal, puisque finalement, le spiritualisme, c'est l'introduction d'une nouvelle pensée, avec le spiritus. Troisième point, un spiritualisme revendiqué. Que Maine de Biran n'est pas, et n'aurait peut-être pas si aisément, revendiqué l'étiquette de spiritualisme si de son temps elle lui avait été affublée, la chose va probablement de soi, à qui c'est le lire dans sa plus stricte littéralité. Maine de Biran s'est-il lui-même réclamé du spiritualisme? S'interroge avec raison Anne de Varieux, qui a publié un très beau texte dans le volume collectif dirigé par Jean-Yves Baron, dans la collection des Visus de la faculté de philosophie, le supplément d'âme, et qui s'intitule « Au principe du spiritualisme, point d'interrogation, Maine de Biran ». Alors qu'est-ce que nous dit Anne de Varieux, pardon. Maine de Biran lui-même s'est-il réclamé du spiritualisme, non pas
tant Biran refuse et récuse tout à la fois le matérialisme et le spiritualisme qu'il renvoie dos à dos. Le vrai représentant du spiritualisme est en effet, aux yeux de Biran, Leibniz, qui a donné au spiritualisme son type en choisissant la force comme principe. Ce qui est intéressant quand même, parce qu'on sait par exemple chez Ravesson l'importance de la force. Ainsi, le type réel du spiritualisme se trouve dans la doctrine. Alors, on cite ici, elle cite Maine de Biran, dans les commentaires in marginalia du XIXe siècle. Ainsi, le type réel du spiritualisme se trouve dans la doctrine de Leibniz, écrit Maine de Biran, qui a pour principe la notion de force. Le type du matérialisme est tout dans la doctrine de Spinoza, qui roule sur la notion de substance comme son pivot unique. Et nous aurons le temps de voir comment eh bien, la force devient chez Maine de Biran, bien sûr, à partir de Leibniz, comme le véritable principe substantiel. Un spiritualisme donc Leibniz qui n'est pas un matérialisme Spinoza, ni non plus un idéalisme Berkeley. Si de telles catégories peuvent certes faire sourire aujourd'hui, en particulier quand affubler Leibniz du type de spiritualiste, alors qu'on ne retient aujourd'hui que la monadologie ou la théodicée, et Spinoza de l'étiquette de matérialisme, alors qu'il apparaît davantage de jour comme le penseur de l'immanence, la mention de cette formule de Maine de Biran a au moins le mérite d'indiquer que le mot de spiritualiste existe, y compris à son époque et dans son œuvre, même s'il a d'un tout autre sens, soit la force de l'esprit, capable d'animer les choses et les êtres, Leibniz, sans en rester ni à la pure matérialité ou substantialité de leur existence, Spinoza, ni à une forme d'idéalité sans consistance autre que ce que nous pouvons penser, Berkeley. Nous y reviendrons lors de la dernière leçon, qui s'intitulera « Le corps étranger », avant la conclusion sur les trois vies. Il y a chez Biran, au moins face et contre Spinoza, la position d'une force de type leibnizienne, devenue fait primitif de l'effort, qui ne se satisfera ni de ce qu'elle atteint, l'impossible totale proximité de soi à soi, ni de ce qu'elle pourrait assimiler, voire dévorer, à l'instar du conatus de Spinoza. Le spiritualisme de la force chez Maine de Biran, loin d'en demeurer une seule substance active et universelle du monde à l'instar de Leibniz, se transforme en cet effort en nous, et uniquement en nous, par lequel nous atteignons, ou à tout le moins nous prenons conscience de notre propre intériorité. Ce qui fait ainsi la grande originalité de Maine de Biran. À lire les fameux rapports sur la philosophie en France au XIXe siècle de Félix Ravesson, les rapports de 1867 qui ont fixé finalement ce courant de pensée qu'on appelait spiritualisme, eh bien, l'originalité de Biran, c'est d'avoir permis, dit Ravesson, de retrouver l'activité, alors que la philologie va parler que de la passivité, de retrouver l'activité sous la passivité des sensations, c'est-à-dire, dit Ravesson, l'esprit même. Lui, je cite Ravesson, qui remarqua que cette opération par laquelle on connaît, c'était activité, effort, vouloir, sinon par là le fait capital. Bon, il dit plutôt, à mon avis, fait primitif que fait capital. Mais enfin, Ravesson dit fait capital. On ne saurait donc être plus clair. Si esprit il y a chez Maine de Biran, ou si une certaine forme de spiritualisme peut lui être conférée, en quoi il pourrait alors le revendiquer, ce que j'appelle alors un spiritualisme revendiqué, c'est en cela, d'une part, qu'il y a en l'homme de l'activité, et non pas uniquement la pure possibilité de l'auto-affection de soi par soi, et d'autre part, non seulement de l'activité, mais de l'esprit, loin de désigner un quelconque pensée abstraite ou séparée du corps, mais d'un esprit qui s'insère et se noue dès l'origine au corps pour le mouvoir. Là où la philologie aurait pu croire à tort, et là peut-être dois-je me confesser, car c'était bien dans mon inconscient, qui est peut-être un inconscient collectif, mais j'en suis sorti, là où la philologie aurait pu croire à tort que le spirituel se contenterait de parler du simple esprit de l'homme chez Maine de Biran et d'en avoir manqué le corps, et chez tous les spiritualistes, hypothèse de Michel Henry dans le lourd contresens dont nous avons parlé,
Il faut dire à l'inverse que le spiritus du spiritualisme, au moins dans les textes du penseur de Gratloux et sous le nom du fait primitif de l'effort, désigne aussi l'élan ou la liberté d'une conscience qui s'éprouve elle-même dans son corps par son vouloir et donc n'en demeure pas à la seule passivité de soi par soi ou d'une auto-affection. Il y a une force vitale chez Mende de Biran, hérité de Leibniz. Je vous rappelle que quand je suis allé au château de Gratloux, j'ai eu ce bonheur d'ouvrir un ouvrage de Leibniz en latin qui était dans le bureau de Mende de Biran et tombé sur un manuscrit de Mende de Biran, une feuille, le châtelain ne le savait pas, qui était dans l'ouvrage, pour vous dire combien il lisait Leibniz, des grands ouvrages en latin. Donc, il y a bien une force chez Leibniz, nous y reviendrons lorsque nous parlerons de la force virtuelle, de sorte que s'éprouvant en soi, conscium, le sujet est aussi maître de soi, compos sui. Ah, évidemment, jamais la philologie le dit, mais le spiritualisme doit y insister. Et quand cela aussi est d'abord, il est homme. Si l'homme est duplex et non pas seulement simplex selon le professeur de Bergerac, nous l'avons dit hier dans l'excursus, c'est en cela que l'homo in intellectualitate, l'homme dans sa pensée, contrebalance aussi l'homo in vitalitate, l'homme dans son animalité. Le sentiment de moi me tire de la pure sensibilité, en cela que il me tire, je deviens homme. En cela que s'y éprouve pour la conscience une possibilité de dire ce je qui me sort en quelque sorte de l'animalité. Je ne sais pas si on peut le dire ainsi chez Michel Henry avec l'auto-affection, si proche de l'animalité et de l'immédiateté. Mende de Biran est certes un des premiers penseurs de la force comme tel, mais, excusez-moi une faute, mais en la subjectivant par rapport à Leibniz, c'est-à-dire cette fois comme effort interne de soi à soi, principe de liberté intérieure et non pas uniquement producteur de la réalité en général. D'où son nom d'effort qui ne vaut certes que pour soi. Comme je vois que le temps passe, je pense vous avoir suffisamment convaincu. Après, j'explique pour moi comment l'hypothèse du hors-phénomène ou de l'homme aliéné s'oppose évidemment au spiritualisme comme sentiment de soi. Mais comme je pense avoir suffisamment convaincu qu'on avait le droit de parler de spiritualisme chez Mende de Biran, même si de l'extérieur c'est une étrange antiquette, mais que finalement ça ne lui va pas si mal et qu'il pourrait le revendiquer si on l'entendait dans le bon sens, eh bien en quoi cet éclairage du spiritualisme français peut-il se lire dans la lecture biranienne de Descartes, qui est bien sûr ce par quoi il faut commencer. Voilà ce que dit Mende de Biran à propos de Descartes dans les nouvelles considérations sur le rapport du physique et du moral de l'homme. Je lis, tu vas faire la pause, c'est ça ? Je lis Descartes. Quel autre ? Alors je lis Mende de Biran, qui avant de critiquer Descartes le connaît et l'aime. Quel autre génie que celui de Descartes, père de toute notre métaphysique moderne. Rappelez-vous qu'il n'a rien publié de son vivant, qu'il écrit ça dans un rapport qui ne sera jamais publié comme tous les rapports. Mais il a de la passion quand même, ce Mende de Biran, sous une certaine timidité, n'est-ce pas, lorsqu'on voit son portrait. Quel autre génie que celui de Descartes, père de toute notre métaphysique moderne, pouvait concevoir le fondement réel de toute la science humaine sur le fait primitif de conscience ou de l'existence du moi pensant comme sur sa base unique, la seule vraie et solide. Quel autre pouvait reconnaître le caractère de l'évidence, ce critérium de toute certitude, dans un petit nombre d'idées premières, élémentaires et simples, données à l'âme humaine comme une lumière qui l'éclaire d'abord sur elle-même, avant de lui révéler les autres existences. Donc c'est bien par un hommage à Descartes qu'il faut commencer, avant de prendre ses distances par rapport à Descartes, dans un deuxième paragraphe qui, après le spiritualisme de Mende de Biran, s'intitule « La réduction au moi ».
5 minutes de pause. Nous passerons à la prochaine partie, mais il est 19h pile. Non, il est 19h pile. Voilà. Et, donc l'articulation n'est pas que mécanique, mais organique. Et scande le discours. Donc nous retrouvons dans 5 minutes à peu près. Merci. Donc, deuxième paragraphe de ce chapitre Constitution du moi, deuxième leçon, se tenir en soi. Premier point, une confession. Une confession du journal, datée du 25 novembre 1817. On a beaucoup cité le journal hier. Après une soirée passée à Paris, chez l'abbé Morlaix, encyclopédiste reconnu à l'époque, suffit à faire voir et à faire savoir, au moins aux seuls yeux de Maine de Biran, bien sûr, puisque rien de tout cela ne fut publié. Et vous allez voir que quand Maine de Biran écrit pour lui-même, on aimerait que les étudiants et les professeurs fassent de telles dissertations. Il dit, à la suite de cette soirée chez l'abbé Morlaix, du 25 novembre 1817, que la quête du moi ne va pas de soi. Voilà ce qu'il écrit. Le 25 novembre, j'ai passé la soirée chez l'abbé Morlaix. Conversation psychologique. Mon vieux ami, pas mon vieil ami, m'a demandé brusquement « Qu'est-ce que le moi ?» Ils ont des belles discussions à l'époque. Je n'ai pu répondre. Il faut se placer dans le point de vue intime de la conscience, et ayant alors présente cette unité qui juge tous les phénomènes en restant invariables, on aperçoit ce moi, on ne demande plus ce qu'il est. Cette unique déclaration, notée comme en passant juste avant d'ajouter la note suivante, du 25 au 29 novembre, température douce, beau temps, je trouve ça extraordinaire quand même, il sort ça à peu près, c'est température douce, beau temps, suffit à dire que le moi n'est pas. Ou plutôt, l'aveu de ne pouvoir répondre, je n'ai pu répondre, fixe les conditions de la réponse. Car s'il fallait le dire phénoménologiquement, c'est bien cela qui sauta justement aux yeux de Michel Henry. C'est en mode de réduction époquée, et non pas selon l'attitude naturelle, objectivité, que pense et écrit Maine de Biran. Il n'a su que répondre à la question de l'abbé Morlaix. Qu'est-ce que le moi ? Non pas parce qu'il ignore la réponse, mais parce qu'il n'y a pas de réponse à une question aussi mal posée. Le moi lui-même ne saurait en effet se plier à une question de la forme « qu'est-ce que ?» à l'instar de la philologie qui sera dite plus tard ne pas répondre « quid » des objets de la recherche philosophique, pour reprendre la célèbre définition heideggerienne de la philologie dans son concept méthodique, mais alors comment ? Donc en fait, Maine de Biran ne répond pas parce qu'on ne répond pas à la question « qu'est-ce que le moi ?» En effet, le quomodo dans ses notes de données, et non plus le quid dans son objectivité, telle est la nouvelle quête de la phénoménalité, déjà amorcée ici par Maine de Biran. Comment le moi m'apparaît-il ? Souligne mot pour mot Maine de Biran. Je suis désolé, plus on va avancer, plus on a l'impression qu'on va lire du Husserl, du Merleau-Ponty, enfin, mais c'est le mot de Maine de Biran, qui écrit en français. Évidemment, nous, on y voit du Husserl traduit en français. Maine de Biran est l'inventeur du mot corps propre. Maine de Biran reprend le moi phénoménal. Donc vous comprenez que tous les phénoménologues, quand ils lisent Maine de Biran, on est ahuri, on se demande s'il a lu Husserl ou si Husserl a lu Maine de Biran. Bon. Donc, comment le moi m'apparaît-il ? Souligne Maine de Biran mot pour mot. Il dit on aperçoit ce moi et non plus ce qu'est le moi. On ne me demande plus ce qu'il est. Tel est véritablement le moi. Ou plutôt ce qui délivre le bon point de vue sur le moi. Voilà ce que dit Maine de Biran, que je vais citer. Il faut se placer dans le point de vue intime de la conscience. On ne peut certes qu'être étonné de la profondeur du propos déposé sur un cahier de notes ou un journal pour personne ou presque, et qui pourtant, avant même toute détermination de la philologie, l'époquée chez Husserl, la définition de la philologie chez Heidegger, quid quomodo, anticipe déjà sur sa méthode. Deuxième point,
après cette confession, on ne peut pas répondre à la question qu'est-ce que le moi, l'expérience du moi. Mais ce n'est pas tout. Car si le penseur de Gratloux ne sait que répondre à l'abbé Morlet, c'est d'abord en cela que l'accès de soi à soi est affaire d'expérience, ou plutôt de sentiment de sa propre existence, et que de le formuler est déjà s'en distancier, et donc d'une certaine manière l'objectiver. Après que l'auteur de l'essai sur les fondements de la psychologie, donc le maître ouvrage de Maine de Biran de 1812, qui ne publiera pas bien sûr, est déconstruit pas à pas, nous allons y venir, le cogito cartésien, c'est d'abord une question d'épreuve, d'expérience ou d'expérimentation à laquelle il fait appel en invoquant le cogito cartésien. Car l'auteur de l'essai ne se paie pas de mots. Les méditations métaphysiques de Descartes, en dépit de son génie absolu en tant que, je cite, père de toute notre métaphysique moderne, je l'ai souligné, eh bien ces méditations tournent à vide pour Maine de Biran, ou sur du vide, ainsi que le verra très bien aussi Husserl plus tard, en opposant l'intentionnalité, toute conscience est conscience de quelque chose, à la simple perception de soi par soi. Alors, écoutez bien, parce qu'on dirait du Husserl, on a souvent demandé à Descartes, écrit Maine de Biran, un peu dépité, ce qu'il entendait par la pensée substantielle, une et vide de toute représentation, d'après quel fait ou quelle sorte d'expérience il admettait une telle pensée. Je pense, je me pense, pensant. Il n'a jamais pu répondre à cette question pressante. Corrélation noético-pneumatique dont on va voir qu'elle est absolument vue par Maine de Biran. Un fait qu'il appellera fait primitif en tant que pure et simple donnée sera seul fondé mon moi. Car ce qui fait le sentiment absolu de l'existence, avec toutes ses racines rousseauistes, bien sûr. Les premières notes de Maine de Biran, il recoprit les rêveries du promeneur solitaire dans son journal. Eh bien, ce sentiment absolu de l'existence n'est pas que j'existe, mais que je me sens ou m'éprouve comme existant, plutôt que comme un simple exister, voire une res cogitans que je pourrais objectiver. Ce qui surprend en effet Maine de Biran. Je cite ici Bruce Bégou. N'est pas tant qu'il y ait de l'être ou que je sois un être, mais le fait que je me sente exister, je sens que je sens. Je sens que je sens, c'est moi qui parle, ou que je ressens, plutôt que je pense que je me sens. Je sens que je sens, je ressens. Plutôt que je pense que je me sens, ou que je pense que je me pense sentant. Ainsi le sentir, chez Maine de Biran, qu'il s'agit de la sensation de l'affection, sentiès, appartient à la pensée, au dire de la seconde méditation métaphysique de Descartes, une chose qui imagine et qui sent, chez Descartes. Et chez Descartes, c'est au nombre de la chose pensante ou de la res cogitans que je ne me découvre sentant. Puisque la chose pensante est une chose qui imagine et qui sent. En d'autres termes, et pour en revenir à la fausse, ou à la mauvaise question posée par l'abbé Morlet à Maine de Biran un soir de novembre 1817 à Paris, qu'est-ce que le moi ? Et celle-là même, cette question, qu'est-ce que le moi ? Et celle-là même que se pose Descartes à lui-même dans sa deuxième méditation et qui disqualifie tout de go son cogito en y introduisant de la chose ou la res cogitans. Bref, Descartes pensant qu'est-ce que ? Comme dit Derrida, il faut arrêter de penser en forme de quid ou Heidegger et non pas de comment. Je lis Descartes, mais qu'est-ce donc que je suis ? Sed quid egitur sum ? Une chose qui pense res cogitans. Qu'est-ce qu'une chose qui pense ? Quid est hoc ? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. On ne remontera donc plus, selon Biran dans son essai sur les fondements de la psychologie de 1812,
qui a vu bien avant Husserl, dans ses méditations cartésiennes de 1929, je cite Husserl, « Comment Descartes a manqué l'orientation transcendantale ?» Paragraphe 10, « En commettant la confusion, je cite Husserl, funeste, qui fait de l'ego une substantia séparée », Husserl appelle cela le contresens philosophique et le réalisme transcendantal, eh bien, on ne remontera plus, selon Biran, à l'instar de Husserl, qui dit exactement la même chose, mais beaucoup plus tard, un siècle plus tard, du cogito à la res cogitans, au risque de substantifier le sujet pensant. Mais chez Biran, on descendra au contraire, comme chez Husserl, au cœur de nos incessantes cogitationes, non pas pour saisir un sujet enfin stabilisé, et l'on sait, on l'a vu hier, combien l'hôte de Grattelou ne le sera jamais, y compris pour lui-même, mais pour atteindre cette pensée primitive, ou ce sentiment, ou ce fait primitif, par lequel je sens ou je ressens mon moi, ou plutôt, où je me ressens moi. Pour procéder régulièrement à cette analyse, et là c'est Biran qui parle, écoutez bien parce qu'on dirait vraiment du Husserl, l'analyse du sentiment du moi, je reprends le principe de Descartes. Je pense, j'existe. C'est pas du Husserl, c'est pas les méditations métaphysiques ou les IDN 1. C'est l'essai sur le fondement de la psychologie. Si vous ne me croyez pas, quand on n'y croit pas. Hein. On ne comprend pas comment en 1812 on peut écrire un truc pareil quand on voit ce qu'est devenu la philosophie plus tard, ou la philologie. Voilà. Pour procéder régulièrement à cette analyse, dit Maine de Biran, écrit Maine de Biran, je reprends le principe de Descartes. Je pense et j'existe, et descendant à moi-même, je cherche à caractériser plus expressément quelle est cette pensée primitive substantielle qui est censée constituer toute mon existence individuelle. Et je la trouve identifiée dans sa source avec le sentiment d'une action ou d'un effort voulu. Cet effort sera donc pour moi le fait primitif ou le mode fondamental que je cherche et donc je suis appelé à analyser les caractères ou les signes. Troisième point, le sentiment du moi, après la confession et l'expérience du moi. Laissons là, et pour l'instant, l'action dans le sentiment d'une action, ou l'effort dans l'effort voulu, dès lors que seul le corps et sa propre existence en délivrera la clé. On verra ça demain quand on va parler de la corporéité. Mais seul importe, au point où nous en sommes, cette pensée primitive substantielle qui fait donc ce que nous sommes, ce sentiment de soi par soi, qui n'est pas une pensée, c'est un sentiment, l'affect, c'est votre thèse, l'empathie, l'Einfühlung, ou ce fait primitif d'une donnée fondamentale que je ne saurais ni contourner ni obstruer. Un fait primitif du soi, qui tient donc le sentiment du soi comme premier, et non pas la pensée de soi, et qu'on se gardera bien d'entendre au sens d'un quelconque fait empirique en guise d'une expérience subjective donnée pour soi sur le type ou le modèle d'une expérience objective hors de soi. Je ne me constate pas moi-même sentant ou me sentant du dedans exclusivement et non pas de l'extérieur ou du dehors, comme je pourrais, j'avais cité cela tout à l'heure, me mettre à la fenêtre pour me voir passer dans la rue. Ainsi que donc le soulignera de façon remarquable Maine de Biran dans son été d'anthropologie de 1823, juste un an avant sa mort. Je rappelle cette citation en exergue de ce chapitre. Le sentiment du moi n'est pas et ne peut pas être celui de la substance même de l'âme ou de la chose sentante. C'était pas dans la citation que j'avais... Voilà. Ne peut pas être la substance. Chercher à objectiver le moi ou le saisir par le dehors, c'est comme si l'on voulait se mettre à une fenêtre pour se voir passer. Il s'agit bien de réduction époquée. On entendra alors le fait primitif du sentiment du moi au sens le plus courant en français, d'être au fait de. Alors j'ai beaucoup travaillé, qu'est-ce que c'est que le fait? Et c'est Romeyer Derby qui dit, c'est comme ça qu'il faut penser, être au fait de, et pas le fait empirique. Non pas simplement être au courant ou être informé, comme si le moi pouvait, fût-ce quelques minutes, échapper à soi pour devenir désinformé de soi. Quand bien même, et nous le montrerons, c'est tout l'objet d'une extra-féminité en moi qui échapperait au sentiment du moi. Mais être informé, c'est pas seulement être au courant,
mais au sens d'un événement qui a lieu, être informé d'un événement, ou d'une situation existante dont je ne peux pas me retirer. On peut en effet être au fait de quelque chose, c'est moi qui parle, hein, que l'on a appris par ouï-dire ou par un tiers. Un amour, un divorce ou une démission. Et autant au fait, on ne peut s'en défaire ou le détacher de soi, surtout s'il n'est pas connu des autres qui ne sont pas au fait, et peu connu de moi qui ne connaît pas les faits. Bah, il s'est passé quelque chose dans une famille, dans une communauté. Vous êtes au fait d'eux, mais les autres ne sont pas au fait. Mais étant au fait d'eux, vous ne pouvez pas vous dégager du fait, parce que vous êtes au fait. Vous voyez que le au fait de en français n'est pas le fait. Bref, le fait primitif n'est pas de l'empirique, mais du là indétachable de moi parce que c'est moi. Il y a moi qui connais ou plutôt qui sens, et la chose que je connais ou plutôt que je ressens, mais cet indissoluble lien entre moi et la chose est ressenti en moi comme une donnée fondamentale inséparable de moi. C'est bien une pensée de la subjectivité. Loin de toute donnée immédiate de la conscience, qui appartient encore à la conscience dans laquelle s'inscrit l'émotion. Alors, Bergson a écrit d'ailleurs, il est montré sur Maine de Biran, mais ce n'est pas la même chose. La durée, par exemple, c'est chez Maine de Biran l'émotion elle-même, ou plutôt l'affect, qui devient le lieu fondamental du soi, où les choses se manifestent, dans une sorte de corrélation noético-noématique, plus proche en cela de Husserl que de Bergson. Alors, la phrase que je vais vous lire de Maine de Biran, dans l'essai sur les fondements de la psychologie, c'est du Husserl mot pour mot, corrélation noético-noématique. Je lis. Il n'y a de fait primitif pour nous qu'autant que nous avons le sentiment de notre existence individuelle et celui de quelque chose. Noès, noème, objet de modification, transformation, qui concourt avec cette existence et est distinct ou séparé d'elle. Fin de citation de Maine de Biran. Mieux, poursuit le penseur de Bergerac, dans sa détermination du fait primitif, il ajoute « sans ce sentiment d'existence individuelle que nous appelons en psychologie conscience, conscium compos sui, il n'y a point de fait qu'on puisse dire connu, point de connaissance d'aucune espèce, car un fait n'est rien s'il n'est pas connu. » Phénomène, voilà. La chose est suffisamment importante pour être soulignée. Ici se justifie pleinement dès l'ouverture de l'essai sur les fondements de la psychologie, ce fameux chapitre 2 de l'introduction détermination du fait primitif qui a été mis au programme de l'agrégation en 1848, ce qu'on nomme ordinairement et aussi justement, il y a là-dedans l'interprétation dite non seulement phénoménologique mais spiritualiste de Maine de Biran, à savoir une philosophie de la conscience de soi, voire d'être avec et plutôt maître de soi, parce qu'il y a compos sui, quand bien même cet accès à soi se produirait sur le mode de la connaissance par l'affect, plutôt que par la pensée. Loin du lourd contresens, qui consisterait alors à affilier Maine de Biran à un courant de pensée spiritualisme, thèse de Michel Henry, on reconnaîtra alors, et à l'inverse, dans le choc en retour du spiritualisme sur la phénologie, que le sentiment de soi est aussi un mode de la conscience, du moi plutôt, fut-il élargi de la pensée à l'affect, comme il le sera d'ailleurs, mais en une autre façon, lorsqu'Adam connut Ève, sa femme, au livre de la Genèse. Car il s'agit bien d'affect et de corps pour connaître. La note du même passage du chapitre 2 de la détermination du fait primitif dans l'essai sur les fondements de psychologie de Maine de Biran en 1812, une grande note, le précise d'ailleurs et le confirme de façon remarquable. Il revient en effet en propre à l'être pensant, et donc à l'homme conscient de lui-même d'être au fait de ce fait, en cela seulement qu'il sent, et sent qu'il sent et donc ressent, mais fait de ce ressentir de soi le lieu de la perception, c'est-à-dire, et poursuivre ici Leibniz sur lequel nous reviendrons avec les petites perceptions, l'acte par lequel le sujet humain est en tant qu'homme, et
c'est pour ça que ce fait primitif élève à l'humanité, qu'il s'agit de spiritualisme aussi, s'aperçoit qu'il perçoit, ou plutôt se perçoit en percevant. Et je vous lis un passage de cette note incroyable. Non seulement les existences étrangères sont des faits pour nous, mais de plus, l'existence propre et individuelle est un fait pour l'être pensant exclusivement. À tous les êtres animés, cette admirable faculté qu'il a de se connaître ou de s'apercevoir lui-même comme un fait dont il se rend compte, il est bien question de conscience, est un attribut essentiel, caractéristique, d'où le philosophe doit partir pour tout déduire, comme le sujet pensant part nécessairement pour tout connaître. Donc, note du fameux paragraphe de l'essai sur les fondements de la psychologie, détermination du fait primitif du sens intime. Dernier point de cet acte de se tenir en soi, même si bien sûr mes conférences à l'avenir montreront qu'on ne peut pas se tenir en soi dans la folie, la maladie, mais il faut bien se tenir en soi pour montrer qu'on ne peut pas se tenir en soi, une pure donnée, une confession, l'expérience du moi, le sentiment du moi, et maintenant une pure donnée. Se connaître, c'est non pas penser, mais, comme dit Biran, se rendre compte de soi comme un fait ou comme une pure donnée. Certes, il n'y a pas de déduction du moi ou du je, ce qu'a toujours aussi opposé Descartes. Mais il n'y a pas non plus d'intuition. Rien d'un voir immédiat ici qui serait encore trop de l'ordre de l'intellection ou d'un acte de l'entendement. C'est bien l'intuition intellectuelle pour Descartes. Mais une aperception de soi par la sensation, je me ressens, nous y reviendrons la prochaine fois, demain, avec le paradigme de la statue, en même temps que par l'affection, je m'auto-éprouve dans le sentiment intérieur de moi. S'apercevoir que l'on perçoit, à la manière de Leibniz dans la perception, tel est ce qui fait l'humain. Ces mentions-là sont totalement absentes des interprétations phénoménologiques de Mendes-de-Biran, parce que la sortie de l'animalité par l'humain comme conscient de soi, évidemment, ce n'est pas lu. C'est la lecture spiritualiste. Il y a un supplément d'âme, quelque chose en l'homme. Donc non seulement l'homme sent, donc tel est ce qui fait l'humain, qui non seulement sent qu'il sent et donc ressent, mais sait qu'il sent. D'un savoir qui lui fait accéder à une conscience de lui-même. Ce n'est pas totale auto-affection dans une pure obscurité de soi. Non seulement l'homme sent ou a une sensation, à l'instar des autres êtres animés, pour le dire dans le langage de Mendes-de-Biran, mais perçoit au sens où il s'aperçoit lui-même dans cette sensation. S'aperçoit lui-même, c'est l'expression de Mendes-de-Biran. C'est donc mot pour mot dans le sentir de la sensation, on croirait lire ici du Merleau-Ponty sur les paradigmes de touchant-touché repris par Husserl, que naît l'humain. Mais à cette différence près, et non des moindres, que ce sentir de la sensation fait la conscience, ou accède à la conscience. Pas tout à fait le cas de Merleau-Ponty. La lecture, ici, n'est pas uniquement phénoménologique, descente dans la chair du touchant-touché, mais aussi spiritualiste, accès à la conscience par l'auto-perception de soi. Sentir ou avoir une sensation, souligne Mendes-de-Biran dans cette même note d'une rare modernité, et je lis à nouveau Mendes-de-Biran, on dirait là vraiment du Merleau-Ponty. C'est Mendes-de-Biran, je suis désolé de vous le dire. Moi-même, quand j'ai travaillé Mendes-de-Biran, j'étais ahuri, je me demandais si je ne me trompais pas de livre tout le temps. D'où le fait que j'allais chercher les autres livres pour dire mais c'est la même chose, mais différent. Voilà. Je lis Mendes-de-Biran, 1812, ouvrage bien sûr non publié de son vivant, comme tous ou presque. Sentir ou avoir une sensation n'est pas la même chose que percevoir. Ou comme l'a dit l'un de nos philosophes, sentir la sensation. Notre philosophe, c'est Condillac, on en parlera demain. Le premier, sentir ou avoir une sensation, exprime un fait extérieur qu'un être intelligent peut reconnaître à certains signes dans les êtres organiques qui se meuvent ou sont mus d'une certaine manière. La seconde formule, percevoir ou sentir la sensation, et non pas sentir ou avoir la sensation. C'est Mendes-de-Biran qui parle. La seconde formule,
percevoir ou sentir la sensation, et non pas la première formule, sentir ou avoir une sensation, la première formule étant rapportée à Condillac, la seconde à Mène de Biran, cette seconde formule exprime un fait tout à fait intérieur, sentir la sensation ou percevoir, dont l'individu qui sent et perçoit est à la fois le témoin et l'acteur. Fin de citation. En vertu d'une rare modernité, qu'on ne peut donc contester, on croirait lire ici du Maurice Merleau-Ponty et le célèbre exemple du touchant-touché repris par Husserl, soit la réversibilité du sentir dans le visible et invisible qui fait qu'on ne sait plus qui voit et qui est vu, parce que lorsque l'on touche, ou plutôt que l'on se touche, sentir la sensation, dirait Mène de Biran, on ne sait plus qui est touchant et qui est touché, et que c'est cela qui s'appelle la chair. Merleau-Ponty à la page 182-183 du visible et l'invisible. Mais il ne faudra pas aller trop vite en besogne. Nous y reviendrons. Mieux, nous l'avions même indiqué dans notre excursus pour lancer l'enquête, un colon métaphysicien à la suite de Michel Henry dans l'Incarnation. Quoique cela ne lui donne en rien nécessairement raison, je lis ce que disait Michel Henry, la chair ne résulte en rien du chiasme du touchant touché, ne peut être décrite correctement par lui, la chair vient avant le chiasme. Avant toute interprétation phénologique donc, et c'est seulement avec l'exemple de la statue qu'elle prendra corps, c'est le moins que l'on puisse dire, demain, elle sera odeur de rose, le sublime Condillac, en réalité, penseur de la neutralité, à la Blanchot, j'en dis pas plus. On tiendra donc, et d'abord une interprétation spiritualiste de Mène de Biran, quant à cette conscience de soi, ou plutôt à ce sentiment de soi. Car c'est bien un fait de la conscience, ou plutôt de l'esprit qui s'apparaît à lui-même, que de percevoir ou sentir la sensation. L'homme devient homme, non pas par la pensée, mais par le toucher. Et en cela, Mène de Biran s'accorde tout à fait avec le philosophe qui l'a dit, à savoir Condillac. Mais, chez Mène de Biran, un toucher qui est une auto-impression interne, on verra ça dans l'exemple de la main, qui se touche chez Condillac et qui ressent l'effort interne chez Mène de Biran, dans la main. Donc pour Mène de Biran, je me sens en me ressentant de l'intérieur, subjectivisme biranien, et non pas je me sens sentant en sentant un moi reçu ou constaté de l'extérieur, sensualisme condillacien. Aller de moi à moi en suspendant le monde, qu'on aura peut-être bien du mal à retrouver chez Mène de Biran, à l'instar de Michel Henry plus tard, je pense que c'est la même difficulté, telle est l'opération d'une réduction phénoménologique au cœur de la sensation qui disqualifiera définitivement le passage cartésien du cogito à la res cogitans et fera précisément de cette suspension le lieu du sentiment fondamental, voire d'un chatouillement intérieur, dit le penseur Bergerac dans son mémoire sur l'influence de l'habitude, en 1801, dont on saurait se départir et qui ne constitue en propre. Dernier point, donc après le spiritualisme de Mène de Biran et se tenir en soi, troisième et dernier paragraphe de cette leçon, la constitution du moi, la réduction au moi. Premier point, l'impossible substantification du moi. La critique biranienne, alors je vous cite une phrase de Xavier Tillette, tout le monde a travaillé sur Mène de Biran, je vous signale, allez-y, donc de Xavier Tillette, dans un magnifique article qui s'appelle « Nouvelle réflexion sur le cogito biranien » dans la revue Métaphysique et de morale en 1983. Je vous lis ce que dit Tillette, qui a énormément travaillé Biran pour écrire cet article. Mais Tillette, c'est un travailleur, mais qui est beaucoup cité. Je lis « La critique biranienne de l'anti-mème ». Alors, l'anti-mème, une conséquence logique du « je pense » au « je suis ». Formule qu'on gardera pour savoir si la conclusion est contenue dans la promisse, un peu comme le jugement analytique chez Kant. La critique biranienne de l'anti-mème ne porte pas sur la saisie immédiate du moi. Et Michel Henry a raison de souligner, alors c'est quand même pas mal, on voit que Tillette a lu Michel Henry,
et que c'est par Michel-Henry qu'il travaille Mène de Biran en 83, alors que Michel-Henry a publié Phénologie et philosophie du corps en 65, qu'il a écrit en 48, Michel-Henry a raison de souligner l'accord foncier des deux grands penseurs, mais porte sur... les deux grands penseurs, c'est Descartes et Mène de Biran, mais la critique porte sur l'hypostase ou la substantialisation de l'existence. Grande critique de la substance dans toute la phénologie, y compris Heidegger. Cette formule de Xavier Tillet dans ses nouvelles réflexions sur le cogito iranien suffit à rendre raison de la déconstruction cartésienne opérée par Mène de Biran et de sa justesse pour la phénoménologie, si tant est qu'il n'est pas d'autre visée de l'intensité chez Husserl, et suivi par tous les phénologues et Emmanuel Levinas en priorité, que de sortir de la conscience comme chose, c'est la réification de la conscience qui, d'une certaine manière, va donner chez Levinas, y compris l'interprétation d'Auschwitz, qui est réification du sujet, y compris pensante, res cogitans, pour la poser comme acte. Cette critique, ou mieux ce sévère rejet, de la substantification du moi cartésien par Mène de Biran est rondement menée, c'est le moins que l'on puisse dire, dès l'ouverture ou presque de la première partie de l'essai sur les fondements de la psychologie, système de Descartes. J'en viens donc au deuxième texte qui a été donné aux agrégatifs en 1948, et donc bien sûr étudié par Merleau-Ponty et les autres, dans le deuxième volume de l'édition Tisserand. On peut utiliser les œuvres complètes, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Rarement pages auront été d'une telle justesse et d'une telle pertinence, y compris pour notre modernité, et probablement n'est-ce pas sans raison que le jury de régulation a mis ces textes au programme. Nous l'avons dit, Descartes a manqué l'orientation transcendantale aux yeux de Husserl en commettant, je cite, la confusion funeste qui fait de l'ego une substantia séparée, soit le contresens philosophique et le réalisme transcendantal. Passer faussement du cogito à la res cogitans et continuer à penser, y compris la pensée, sur le mode de la chose de l'objectivité, tel est le grand raté d'une philosophie cartésienne aux yeux de la phénoménologie, qu'il convient donc de ne pas réitérer. L'objection du solipsisme de la conscience l'objection du solipsisme de la cogitatio, le soi-même seul, n'est que peu de choses au regard de la réification de la conscience dans la res cogitans, la chose pensante. Tout le monde parle du solipsisme, mais la véritable objection, ce n'est pas la question du solipsisme, c'est la substantification de la conscience. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, cette leçon, que la conscience n'était pas dans le corps comme dans une boîte, ni le corps dans le monde comme dans une boîte, parce qu'il s'agit de sortir des structures d'emboîtement par l'acte de la conscience. Donc, voilà le grand raté aux yeux de la phénoménologie. En posant la question « qu'est-ce que ?» quid du moins nous devons insister, on élude la question du comment, qui sera donc celle de Mène de Biran. Donc, après cette impossible substantification du moi annoncée, sujet phénoménal et sujet réel. Alors c'est vrai qu'on peut trouver ça chez Kant, mais ça devient... Le sujet phénoménal devient l'objet phénoménal de la pensée de Mène de Biran. Renaud Barbaras, évidemment, a lu ça avec une grande jouissance, et il a tout à fait raison, en particulier dans son livre sur le tournant de l'expérience. Dans ce morceau d'anthologie, intitulé donc Le système de Descartes, au chapitre de la première section, c'est plus l'introduction, de l'essai sur les fondements de la psychologie, Mène de Biran le fait pleinement voir en guise de premier et aussi savoir, à savoir la non-substantification. Dans la formule de Descartes, « je pense donc je suis », écrit-il très explicitement et tout à fait pertinemment, c'est Mène de Biran qui écrit. Ce sujet « je », dans la conclusion « j'existe », n'est certainement pas identique à ce qui est exprimé par le même signe dans la majeure, « je pense ». Ici, « je pense », dans l'acte de pensée, c'est un sujet phénoménal, c'est pas moi qui parle, c'est Mène de Biran. Là, c'est un sujet réel. Fin de citation. On ne saurait mieux dire, à l'instar de la funeste confusion de Descartes qui est celle d'un réalisme transcendantal, Husserl, le penseur de Gratloux dénonce comme par avance la non-distinction entre le sujet phénoménal, dixit, et le sujet réel. Des termes phénoménologiques en français
étonnamment usité par Maine de Biran lui-même. Alors évidemment, c'est quand un Français lit un philosophe français, Maine de Biran, à partir des traductions françaises de Husserl, de Heidegger, qu'il voit la phénoménologie chez Maine de Biran. Puisqu'il y a Leib, c'est corps propre, moi phénoménal. Comme il en sera donc pour le corps propre. Il convient donc, pour Maine de Biran, de séparer d'un côté le jeu de l'acte de pensée ou de la cogitatio, qu'il appelle sujet phénoménal, et le jeu de l'existence, qu'il appelle sujet réel. Je pense, donc je suis. Car exister, au moins en tant qu'homme ou acte de conscience, spiritualisme, c'est apercevoir ou sentir son existence selon un flux continu, pour Maine de Biran, et non déduire du moi qui pense un être qui pense, du je pense au je suis. Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait Descartes. Voir une chose qui pense, ça Descartes l'a fait, chose pensante. En effet, et toujours poursuivre l'exacte plume de Maine de Biran, alors même qu'on croirait mot pour mot lire du Husserl. Je cite Maine de Biran, toujours dans ce passage sur Descartes. La proposition simple « je pense », sujet phénoménal, identique à celle-ci. J'existe pour moi-même. J'énonce le fait primitif. La liaison phénoménale entre moi, le moi et la pensée ou la perception, de telle sorte que le sujet ne commence, ne continue à exister pour lui-même qu'autant qu'il commence et continue à apercevoir ou à sentir son existence, c'est-à-dire penser. Tout est dit ici, au moins de ce qu'il en est de la phénoménalité du sujet qui s'aperçoit, ou plutôt de ce qu'elle sera, dès lors que la chose en soi du moi est définitivement abandonnée, pour lui préférer son aperception, son auto-apparition pour moi. Je lis à nouveau Maine de Biran, c'est pas Husserl. Avoir conscience de soi, c'est exister pour soi, virgule, mais être une chose, une substance en soi, n'est pas exister pour soi-même ou se sentir exister. Je relis Maine de Biran. Avoir conscience de soi, c'est exister pour soi. Mais être une chose ou une substance en soi n'est pas exister pour soi-même ou se sentir exister. Dernier point, je sauterai le point ultime, une réduction au moi. On ne saurait donc mieux dire. Je bois un petit peu. On ne saurait donc mieux dire. Le penseur de Bergerac opère, à son insu peut-être parce qu'il n'en possède pas le mot, alors qu'il en épouse la réalité, il opère ce qu'on peut à proprement parler nommer une réduction ou époquée, se défaisant définitivement de l'attitude naturelle ou de la position d'un moi comme chose pensante ou existante, pour lui préférer la perception de soi par soi, dans le sentiment, plutôt que la pensée, de s'éprouver soi-même. Devenir à la fois l'acteur et le témoin de sa propre existence. Rappelez que c'est une citation. S'apercevoir intérieurement dans le sentiment de soi comme fait primitif et quitter définitivement tout questionnement en forme de quid, qu'est-ce que, ainsi que toute réponse exigeant une res, une chose ou un état de choses, tel est ce qui fait l'ego, ou plutôt le moi selon Maine de Biran, cette fois véritablement réduit à soi et libéré de toute réification qui ferait obstacle à son autosaisie de soi par soi ou à son aperception en acte. Une formule saisissante de ce même passage de l'essai sur les fondements de la psychologie le dit en guise de contre-méditation cartésienne, ou plutôt pour se départir définitivement de Descartes. Je lis, toujours dans cette partie sur le système de Descartes, dans l'essai sur le fondement de psychologie de 1812, jamais publié. Je suis pour moi-même non point une chose ou un objet dont j'affirme l'existence en lui donnant la pensée pour attribut, mais je suis un sujet qui se reconnaît
et s'affirme à lui-même son existence en tant qu'il s'aperçoit intérieurement et qu'il pense, la formule, c'est pas moi qui parle, c'est Maine de Biran, la formule « je suis une chose pensante » implique donc une contradiction avec le fait primitif. Tout le paragraphe 10 de Husserl, comment Descartes a manqué l'orientation transcendantale, est écrit ici. Le contresens de Descartes, plus tard déploré par Husserl, qui est le commencement vraiment aussi de la philologie où la conscience devient un acte, et donc déjà énoncé par Maine de Biran, par cette explicite contradiction de la chose pensante et du fait primitif. À l'instar du père de la phénologie, le penseur de Bergerac, et on va le dire, émet explicitement des doutes, ce qu'il va dire, quant au bien fondé du passage du cogito à la res cogitans chez Descartes. L'auteur des Méditations métaphysiques, manquant totalement, selon ses propres termes, on l'a vu, la distinction du sujet phénoménal et du sujet réel, c'est-à-dire du moi qui se sent et se ressent, je pense, et du sujet qui existe, je suis. Je vous cite à nouveau Maine de Biran, toujours dans ce passage. Je remarque que Descartes, en franchissant brusquement tout l'intervalle qui sépare le fait, alors le fait c'est être au fait de, pas le fait empirique, qui sépare le fait de l'existence personnelle du sentiment de moi et la notion absolue, c'est-à-dire séparée d'une chose pensante, Descartes ouvre la porte à tous les doutes sur la nature objective de cette chose qui n'est pas le moi. La réduction de l'attitude naturelle, Biran n'en ayant pas le mot, mais en possédant la notion, selon alors chez Biran, danger de l'absolutisation, au sens étymologique de l'absolutus, c'est-à-dire du séparé qui pourrait faire exister par soi une objectivité du moi pensant, chose pensante, indépendamment de l'acte de penser, ou plutôt de sentir, ou mieux de ressentir. Le sentiment du moi est nommé ici fait de l'existence personnelle, et non pas du tout au sens empirique du fait ou du constat extérieur à soi, nous l'avons dit, mais au sens d'être au fait de soi, en tant qu'on ne peut pas se détacher de soi, au moins lorsqu'on se sait, spiritualisme, ou lorsqu'on se sent, davantage phénoménologie. Je conclus, paragraphe, si un Icare doit certes être maintenu de Maine de Biran à Edmond Husserl, en cela que le premier, Biran, radicalise paradoxalement et rétrospectivement le second, Husserl, en réduisant la réduction elle-même jusqu'à la pure auto-affection entendue comme sentiment du moi. C'est-à-dire que non seulement Maine de Biran a écrit les idées N1 ou les méditations cartésiennes, mais il a bien sûr écrit l'essence de la manifestation, qui est la réduction de la réduction. Donc non seulement Maine de Biran a opéré la réduction, puisque le moi n'est pas chose, mais sentiment de moi, mais réduction de la réduction, puisqu'il s'agit d'une auto-affection de moi par moi, Michel Henry, on le reconnaîtra. On reconnaîtra d'abord et dans un premier temps, avant de parler de Michel Henry donc, que Maine de Biran n'a pas manqué l'orientation transcendantale, pour le dire dans les termes du père de la philologie, atteignant ainsi et comme par avance la réduction au moi pur, tant espérée par Husserl. Pas plus chez Maine de Biran que chez Husserl, il n'est question de naturalisme, moi naturel, ou de psychologisme, vie psychique de l'ego, en cela que le moi est en chaque cas constituant plutôt que constitué. Par l'époquée phénoménologique, indique le fondateur de la phénologie dans les méditations cartésiennes, en 1929, en réécrivant en quelque sorte autrement l'essai sur les fondements de la psychologie de penseurs de Bergerac de 1812. Eh bien, par l'époquée phénologique, écrit cette fois-ci Husserl, je réduis mon moi humain naturel et ma vie psychique, domaine de mon expérience psychologique interne, à mon moi transcendantal phénologique. Le monde objectif qui existe pour moi, qui a existé et qui existera pour moi, ce monde objectif avec tous ses objets, puise
en moi-même, le fait primitif, tout le sens et toute la valeur existentielle qu'il a pour moi, il l'épuise dans mon moi transcendantal que seul révèle l'époquée phénologique transcendantale. Alors, le dernier paragraphe qui s'intitule « Hors de moi », c'est évidemment l'hypothèse, mais que je développerai pendant toute la suite des conférences, que finalement, on ne peut pas en rester là, ni à la réduction, Mène de Biran l'ayant initié avant Husserl dans la critique de la substantification du cogito, ni à la réduction de la réduction, dans l'auto-affection, parce que Mène de Biran, en réalité, développe une pensée du dehors et non pas du dedans. Je vous ai cité Jean-Luc Nancy, et l'âme comme le lieu du dehors dans le corpus, mais un dehors qui n'est pas simplement le dehors extérieur à moi, même s'il demeurera quand même chez Mène de Biran, mais le dehors comme intérieur à moi, ce que j'appelle le hors-phénomène ou l'extra-phénoménalité, là où je n'accède plus à moi-même, dans la maladie, dans l'ivresse, dans les effets de drogue, etc. Merci. Bien. Merci pour cette conférence qui m'apprend beaucoup. Autant, si ce n'est plus sur Emmanuel Falk que sur Mène de Biran, mais qui me rappelle effectivement aussi mes premières amours. Michel Henry, on apprenait plus sur Michel Henry. Absolument, absolument. Et là-dessus, je ne fais pas exception. Mais c'était aussi une manière pour moi de me rappeler à mes premières amours, pour avoir étudié également Mène de Biran, à un cours de Renaud Barbaras. Mène de Biran ayant été aussi à l'oral d'agrégation en 99, ce que tu as oublié. Que je ne savais pas. Voilà. Parce que c'est une agrégative de chez nous qui m'a dit que c'était en 2006. Et là, il était aussi à l'oral. Qui l'a mis? Ah, alors ça, je ne sais pas. Alors, ce serait. Parce que c'était Renaud. Bernard Bourgeois, et c'était Renaud Barbaras qui faisait le cours. Ah, d'accord. Alors, j'aurais évidemment beaucoup à dire, mais peut-être trop pour le temps qui nous reste. Mais là, il y aurait effectivement un dialogue, peut-être même un combat amoureux. À mener. À mener, je ne le cache pas. Mais peut-être que je me réserve, s'il y avait d'abord des questions, ou je m'attendrais peut-être à une question sur les quelques-unes que j'aimerais poser. Mais d'abord, je laisse éventuellement la parole à la salle. Bon, j'en pose une. Oui. Bon. Donc, il y aurait une question, évidemment, sur le spiritualisme. Une autre sur cette manière dont tu... Bien dedans. Oui, mais... Alors, c'est le même. Il faut parler non, c'est pas le même. Une autre aussi sur la manière dont tu rapportes Mène de Biran à la doctrine lamitienne. Une autre sur Descartes, évidemment. Et éventuellement sur la phénoménologie. Et à la fin, mais peut-être que je m'en resterai. Qu'en est-il de l'effort, qui est tout de même une notion dont tu as fait peu de cas? Oui, parce que c'est le corps. Dont tu as fait peu de cas. Pour l'instant, oui. Il reste du temps. Non. Il ne reste pas de temps, c'est le fait primitif. Bon. L'effort, c'est le fait primitif. Donc, il faudra... Dans la statue. Oui, et que tu m'expliques la manière dont, éventuellement, tu sépares le sentiment d'exister de ton analyse de l'effort, qui, malgré tout, reste primordial chez Mène de Biran. Mais, bon, question subsidiaire. Alors, sur le spiritualisme, c'est assez intéressant, puisque Mène de Biran ne s'est pas reconnu tel, puisque le mot, encore une fois, tu l'as très bien dit, n'existait pas. Bergson, pas davantage, encore qu'on lui a affublé, de telle sorte que c'est une histoire tout de même où le terminus ad quem et ad quo se détachent, puisqu'on dit du spiritualisme qu'il commence avec Mène de Biran, qui a été le père, je parle moins vite, bon, et Bergson, en quelque sorte, voilà, celui qui l'aurait conclu. Et tu ramènes ça à une laïcisation du Saint-Esprit, et tu renvoies donc l'esprit dont il est question au pneuma et au pneuma paulinien. Pourquoi pas pourquoi pas. Mais peut-être y a-t-il énormément de chaînons entre Saint Paul et Mène de Biran, pour que la chose n'ait pas été non plus à l'esprit de Mène de Biran lorsqu'il était question éventuellement de parler de spiritualisme éventuellement. Bon. C'était peut-être davantage justement la mise ou d'autres.
C'est-à-dire que là, le pneuma dont il est question, c'est davantage évidemment Leibniz, mais Kant. C'est-à-dire qu'un des auteurs dont tu parles peu, mais qui semble en fait décisif dans la manière même dont le spiritualisme va être pensé au XIXe siècle en France, c'est en un sens le coup de massue qu'a été la critique kantienne et qui a mis quasiment à terre la philosophie française et qui s'est reconstitué à partir de là dans une opposition qui a structuré tout le XIXe siècle, le matérialisme d'un côté et le spiritualisme de l'autre. Façon, si je puis dire, de essayer de sauver les facultés parfois d'ailleurs supérieures de la conscience de ce qui était éventuellement une menace de matérialiser l'esprit lui-même. Donc Kant me semble, au XIXe siècle, l'interlocuteur privilégié. Il a été également pour Maine de Biran, c'est-à-dire que effectivement, il ne faisait pas de la philosophie comme nous en faisions, mais il connaissait ses auteurs, le plus souvent de seconde main. Kant, il le connaissait de seconde main par Charles de Villers, c'était souvent par des manuels, et d'une certaine manière, c'est contre lui qu'il va essayer de, à la fois peut-être restaurer la métaphysique, mais même également la psychologie, critique des fondements de la psychologie. C'est-à-dire que c'est aussi un dialogue qui se fait avec la psychologie rationnelle de Kant, où il est question, je cite Kant, de la doctrine de l'âme pure, pneuma. Et à l'époque, effectivement, même de Kant, le spiritualisme n'existait pas, et le mot qui vient sous la plume de Kant, c'est le pneumatisme. C'est-à-dire que les trois premiers paralogismes, en tout cas tout ce qui a trait à l'âme pure, indépendamment du corps, se met sous l'étiquette du pneumatisme chez Kant. Donc effectivement, c'est aussi ce dialogue-là qui est entretenu, sachant qu'il s'agit ici, pour Kant, d'une fausse science, parce qu'elle ne fait que commettre des mauvais raisonnements, des parallélismes ou des antimèmes. Ça veut dire que là, ce qui est, en un sens, en lutte avec Maine de Biran, c'est la manière dont on pense le cogito de façon démonstrative, argumentative, c'est-à-dire, en fait, la manière dont Kant le pense. Donc, je ne suis pas sûr que Descartes soit renvoyé d'un revers de main, puisqu'il s'agit en quelque sorte de retrouver peut-être le cogito sous la critique qu'en a pu faire Kant lui-même. C'est-à-dire non pas y voir un raisonnement, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, d'un sentiment, d'un acte, et qui du coup ne prend pas la forme logique d'un raisonnement. Qui peut imputer évidemment à Descartes en disant qu'il est allé peut-être trop loin, en revêtant l'acte du cogito de la forme de la substance. Mais chez Descartes lui-même, on sait que le cogito existe avant de savoir ce qu'il est. Hein. Ansit avant quidsit. Donc, Descartes n'est pas tant balayé que ça qu'il ne commence pas par lui. C'est-à-dire que Maine de Biran est un admirateur d'abord de Rousseau. C'est qu'il a fait tout le pèlerinage. Hermenonville, il est allé partout où Rousseau allait. Donc c'était d'abord Rousseau qu'il, d'une certaine manière, a voulu critiquer, non pas en remontant à lui, mais en redescendant vers Descartes. Il dit « Je replonge vers la doctrine mère de Descartes », parce que le sentiment d'exister dont tu parles, c'est Rousseau. Simplement, il a ici une passivité qu'il va précisément critiquer, et la manière dont il peut le critiquer, c'est en remontant dans la doctrine mère pour retrouver cet élément purement actif du cogito qui se trouve dans Descartes et qui avait été, si je puis dire, secondarisé, voire estompé chez Rousseau. Tu vois. Donc il y a aussi tout ce dialogue qui se fait, et je verrai davantage ici une remontée de Rousseau vers Descartes plutôt qu'une manière de s'affranchir une fois pour toutes de Descartes via la critique de Kant. Alors, moi j'en ai finalement beaucoup dit, mais l'effort, c'est une manière, en quelque sorte, de restituer au cogito son existence. Ça veut dire le fait qu'il soit d'abord un « je suis » plutôt qu'un « je pense ». Kant, en un sens, a voulu critiquer le cogito pour ne garder de lui que sa face logique, que sa fonction logique, de n'être qu'un « je pense », l'unité primitive de la perception. Maine de Biran, en un sens, veut insister sur le fait que ce qui est fondamental dans le cogito, c'est non pas tant le « je pense » que le « je suis » ou le « je suis, j'existe ».
Et en cela, le sentiment d'effort, et c'est pour ça que là, ce serait une vraie question, c'est que l'effort n'est pas la force leibnizienne, dans le sens où pour qu'il y ait effort, il faut plusieurs forces. C'est-à-dire que la force en elle-même ne fait pas sens. Il n'y a d'effort, si je puis dire, que lorsque la force s'exerce contre un terme résistant, qui est le corps. Ce qui fait qu'on ne peut pas penser, en quelque sorte, un acte unique, séparé, effectivement, mais on ne peut penser éventuellement l'unité du moi que dans la dualité, c'est-à-dire dans la manière même dont je m'exerce ou je m'applique contre mon propre corps. C'est-à-dire qu'ici, c'est au fond, c'est la lecture qui a été proposée par certains, et notamment Renaud Barbaras, la relation, moi contre mon corps, précède les termes qu'elle met en relation. La dualité prime sur l'unité, ou l'unité se trouve dans la dualité. D'où l'importance de l'effort, qui permet en quelque sorte même de surmonter les paralogismes. C'est-à-dire le paralogisme de la substance, c'est un acte. Le paralogisme de la simplicité, homo duplex in humanitate, c'est-à-dire que, si je peux dire, l'homme est toujours double, et l'unité ne pourra jamais se trouver que dans la dualité, et identité pareille. Donc l'effort me semble tout de même quelque chose qui te rapproche davantage de Mendes-Biran que tu ne penses, dans le sens où tu veux le rabattre davantage sur l'affectivité, quand bien même tu le penserais autrement que Michel Henry, que du côté précisément de celui qui fait effort, contre précisément les affects, qu'on ne peut percevoir qu'en les mettant à distance, par l'effort même que l'on exerce sur. Donc voilà, c'est des questions, et en même temps l'intérêt que j'ai pu avoir, puisque c'est pour dire l'attention qui a été la mienne pendant toute cette conférence. Donc vous voyez, il y a de nombreux spécialistes de Mendes-Biran. Pour ceux qui diraient ici qu'ils ne connaissent pas Mendes-Biran, tout le monde connaît Mendes-Biran. En tout cas, Camille Riquet le connaît très bien, et donc je le sais, d'où l'intérêt de ces questions et de ce débat. Alors je répondrai simplement en disant d'abord que dans les conférences à gestion, il s'agit de 6 conférences. Impossible de tout dire dans une conférence. Et qu'effectivement, il faut bien constituer le moi, et puis demain, c'est la constitution du corps, et après-demain, la constitution du corps. Bon, pour avancer pédagogiquement, on ne peut pas tout dire d'un coup. C'est la première chose. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout à fait d'accord pour dire bien sûr qu'il y a Kant qui est derrière. Enfin, je suis d'accord d'un point de vue. Alors, évidemment, mon travail n'est pas généalogique. Il ne s'agit pas de dire là c'est du Rousseau, là c'est ceci, là c'est cela. Mais je suis tout à fait d'accord avec toutes les interprétations, même si pour moi, pour bien lire un texte, il faut lire un texte. Donc c'est évidemment forcément par Descartes que j'ai commencé. Par contre, j'ai jamais congédié Descartes. Je n'ai jamais congédié Descartes. Je dis simplement, j'ai d'ailleurs cité Descartes, que c'est de même que Husserl n'a pas congédié Descartes. Ou disons que Mendes-Biran a congédié Descartes comme Husserl a congédié Descartes. C'est-à-dire que c'est bien à partir de Descartes que Mendes-Biran découvre ce fait primitif de la conscience. L'imitation métaphysique. Oui. Vas-y, parle. Dès lors qu'il a formulé le cogito, parle les méditations métaphysiques tournent à vide. Oui. Oui. Bon, c'est comme une manière de congédier quand même. Ah bah bien sûr, mais c'est pas moi, c'est Mendes-Biran ça. C'est Mendes-Biran qui va le dire. Ah oui, dans la citation. Après, c'est la citation de Mendes-Biran, c'est que le cogito tout seul, c'est un cogito tout seul, comme un cogito sans cogitatum. Et ça, il le voit très bien. Il y a une citation qui le dit. C'est qu'un acte de pensée sans objet, c'est rien. De même qu'une résistance sans contre-résistance, y compris en moi, c'est rien. Le cogito, toujours, c'est cogitata chez Descartes. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est des cogitata qui sont internes. Bon. Donc ça, c'est ce point surtout que je soulignais. Bien sûr, un combat avec Kant qui est très clair, parce que ce qui est quand même clair pour Mendes-Biran, c'est que il ne veut pas des catégories de l'entendement. Enfin, et là, il y a tout un débat avec le kantisme qui va être essentiel chez Mendes-Biran. Alors dernier point que je voudrais souligner, c'est cette question de la laïcité et du pneuma. Alors, il est très clair, mais vous verrez pareil pour la phénologie, l'herméneutique, que ces leçons, comme le livre, s'intitule « Spiritualisme et phénologie, le cas Mendes-Biran ». Et nombreux ont été, y compris mon voisin et mon doyen, qui m'ont dit « Mais enfin, tu ne vas pas parler que de Mendes-Biran ou tu vas parler du spiritualisme ?» Et j'étais devant cette question, c'est-à-dire, soit je faisais des conférences un peu historiques sur Mendes-Biran, soit j'entrais
dans une confrontation intérieure en moi-même entre la phénoménologie que je pratique quand même depuis longtemps et le spiritualisme que j'ai peu pratiqué, pour essayer de voir comment, entre ces termes, peut se nouer d'une part une confrontation et d'autre part un troisième terme. Ceux que je vous ai cités dans l'excursus, c'était Jean-Luc Nancy, c'était Deleuze, voire Foucault. Donc on était dans le dehors de moi, et cette tradition aussi me paraît extrêmement importante. La question n'est pas de savoir si c'est du spiritualisme, si c'est de la phénoménologie, si c'est de l'herméneutique, mais de savoir ce qu'on cherche lorsqu'on pense. Pour ce qui est de la question du pneuma, évidemment, ce n'est pas Mène de Biran qui va renvoyer comme ça au pneuma. La question du pneumatique, enfin, chez Kant, est essentielle, qui renverrait d'ailleurs peut-être davantage à la question de la gnose, qu'à Saint-Paul, je pense, si on parlait du pneumatique. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est essayer de définir le spiritualisme, parce que quand même, moi j'entends parler partout du spiritualisme. Autant la phénoménologie, vous demandez ce que c'est, vous lisez le paragraphe 7 de Heidegger, définition de la phénoménologie. Enfin, le spiritualisme, c'est une espèce de nébuleuse, et je trouve que cette mention que fait Jean-Louis Verbaron, que je tire de lui, selon laquelle finalement le spiritualisme serait une sorte de laïcisation du christianisme, voilà, et ça me paraît pertinent. Alors, est-ce que c'est pertinent pour Mène de Biran? J'en sais rien, mais ce qui me paraît pertinent, c'est que ce soit avec le nous chez Platon dans le Timée, ou que ce soit avec le pneuma chez Saint-Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, on sort absolument du dualisme de l'âme et du corps. Et ça, cette sortie, qui est chez personne partout, c'est une constante de la phénoménologie et du spiritualisme. Et donc, cela m'est utile, et je l'ai dit dans une phrase, pour dire qu'il n'y a pas que les phénoménologues qui ont le privilège de la vérité et de l'originalité. Parce que vous comprenez, les phénoménologues disent « moi je dépasse la métaphysique, donc c'est du neuf ». Eux, ils ne dépassent pas la métaphysique, donc c'est de l'ancien. Mais c'est ne rien comprendre au spiritualisme, mais j'ai mis du temps à le comprendre, parce que le spiritualisme ne parle pas de l'esprit. Enfin, ne parle pas de l'esprit par opposition au corps. Le spiritualisme parle de l'unité de l'âme et du corps orientée vers de l'autre. Voilà. Alors que la phénoménologie va parler aussi de l'âme et du corps ou de la chair et du corps, mais davantage dans l'auto-affection, l'auto-perception de soi par soi, voire le corps propre. Donc il me semble que, j'aime pas du tout parler en termes de dépassement aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de dépasser le dépassement, mais il me semble qu'il y a une originalité dans le spiritualisme, comme il y a une originalité dans la phénoménologie, et je déplore, c'est pour ça que je fais ça, je déplore le combat entre les générations, comme le combat entre la phénoménologie et le spiritualisme, et je déplore le fait d'entendre aujourd'hui des métaphysiciens critiquer la phénoménologie aussi durement, voire plus durement, que les phénoménologues ont voulu dépasser la métaphysique. Si vous voulez penser que tous les phénoménologues sont dans la préhistoire de la pensée moderne, parce que maintenant c'en est fini, Heidegger, c'est une absurdité, mais que les phénoménologues pensent qu'il ne faille pas travailler Mène de Biran, je l'ai entendu, parce que franchement, c'est du spiritualisme, c'est aussi une absurdité. Donc il s'agit bien du choc en retour entre spiritualisme et phénoménologie. La chose est dite. Je vous remercie il faut dire que la prochaine pour fois, votre attention. Demain, nous nous retrouvons pour la 3e leçon d'Emmanuel Falck, en quête de la chair, qui a lieu dans une autre salle que celle-ci, en Z21, et qui se trouve tout à côté. Voilà, et qui sera bien en visioconférence. Également. Merci de votre attention. Merci. À bientôt.